Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopée.com, Canopee.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladies et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose, en format relativement court, de découvrir ou redécouvrir ce qui nous permet d'être au quotidien plus heureux, plus épanoui, en meilleure santé et plus performant. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Ouais, je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Aoustin du podcast Génération Canopée et j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Éric Marlien. Éric Marlien, kinésithérapeute, ostéopathe, formateur en ostéopathie, qui a été directeur pédagogique dans une école d'ostéopathie du côté d'Aix, puis Avignon. Bon, enfin bref, il va nous raconter un peu qui il est et puis ensuite il est parti sur d'autres théories polyvagales, Hyperion. Bon, on verra ce que c'est, un peu tout ça. Et en tout cas, je suis ravi de t'accueillir, Éric. Sois le bienvenu. Bonjour, merci de m'accueillir surtout. C'est avec grand plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui, Éric ? Comment je vais ? Tiens, je vais profiter de cette question pour essayer d'amorcer peut-être certaines pistes dans notre conversation d'aujourd'hui. Quand on répond à cette question, comment je vais ? Comment je me sens ? Sur quoi on se base pour répondre à cette question ? C'est un truc, on n'y pense pas parce que c'est tellement quotidien, ce genre de questions. Mais en fait, ça repose sur des choses qui se passent à l'intérieur, des éléments dont on n'a pas du tout conscience et qui ensuite font que, on développera après, mais on va se raconter une histoire, on va avoir des émotions qui vont nous permettre de nous situer sur un axe, je me sens bien ou je me sens pas bien, plus ou moins quelque part. Il y a aussi une part des événements extérieurs, et tout ça, on n'a pas conscience quand on répond. Et c'est intéressant de savoir pourquoi on répond. Je me sens bien ou je me sens pas bien, parce que ça nous permet d'enrichir cette compréhension et surtout de trouver des solutions. Ça, c'est le premier aspect, on pourra en parler, donc ça fera notamment référence à la théorie polyvagale. Et puis, il y a un deuxième aspect à cette question, à laquelle j'ai pas spécialement envie de répondre. Pourquoi ? Parce que c'est une question comme ma démarche qui fait que petit à petit, j'oublie de me la poser. Elle m'intéresse moins. Cette question, elle pèse moins dans mon économie de vie, et quelle que soit la réponse, ça m'empêche pas de cheminer, de faire ce que j'ai à faire. Et ça aussi, c'est un élément de liberté quand, quoi qu'il se passe, on peut rester focalisé sur ce qu'on a à faire. Et donc, voilà, ça sera peut-être un autre aspect de notre conversation. D'accord, une belle entrée en matière. Et si je te pose la question, comment tu te sens ? Je me sens, attends que je m'interroge, ça va, tout est normal. Ouais, tout est OK. En fait, souvent, moins on se sent, et mieux on va, quelque part, parce qu'il y a beaucoup d'informations du corps. Notre corps envoie des messages à notre cerveau, des milliers de messages à chaque instant. Et fort heureusement, l'immense majorité de ces messages doivent demeurer en dessous du seuil de la conscience, parce que ce sont des messages qui servent à la régulation, à ce qu'on appelle notre homéostasie, le maintien de toutes les constantes de notre équilibre intérieur. Et souvent, quand on se sent pas bien, c'est qu'il y a des informations qui ont passé ce seuil de la conscience et qui sont en fait pas agréables, et qui génèrent un état plus ou moins diffus parfois, qui fait qu'on répond « je me sens pas très bien ». Ou parfois, bien sûr, dans d'autres cas, c'est pire, on se sent vraiment mal, quoi. On peut avoir des douleurs, ou ça peut générer des états d'anxiété profonde. Donc en fait, la plupart du temps, bien sûr, notre corps nous permet aussi d'avoir des informations agréables, dans certaines circonstances précises, mais la plupart du temps, il vaut mieux pas sentir ce qui se passe dans le corps, parce que c'est là qu'on se sent mal. Donc c'est pour ça que si on déplace un peu le focus de sa conscience, si on ferme un petit peu cette réceptivité, alors on se sent finalement, sans se le dire, mais on se sent mieux. Parce qu'une grande part, beaucoup de pathologies qui s'accompagnent de ce qu'on appelle une hyper-interoception, c'est-à-dire trop d'informations qui sont devenues conscientes et qui génèrent l'inconfort, des douleurs. Et en plus, le cercle vicieux, c'est que plus on est ensuite attentif à ces informations désagréables ou douloureuses,
et plus les filtres deviennent poreux, et plus on les ressent, et plus on se sent mal. Hmm. Tu vois, donc c'est... Et inversement, du coup, parce que moi je suis quelqu'un alors, hyper sensible et qui est aussi très à l'écoute depuis pas mal de temps sur mon corps, mais tant les choses mal que les choses positives. Mhm. Alors peut-être que je suis peut-être pas à ton niveau de conscience de ton corps, mais moi je les accepte en tout cas et c'est complètement ok, même de ressentir des choses peut-être Oui, négatives au sein de mon corps. Et au contraire, ça me permet justement d'avancer et de mettre des choses en place derrière. tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi, à condition que ça n'envahisse pas la conscience, parce que bon, je vois beaucoup de patients tous les jours, et qui, toute leur conscience, finalement, une part de leur identité se construit autour de ces sensations désagréables. Hmm. Et c'est quelque chose qui occasionne beaucoup de souffrance, finalement, et qui vient aggraver les états pathologiques qui sont réels, souvent, mais parfois, non, il n'y a même pas, il y a rien d'organique, c'est juste des sensations. Et le problème, c'est ça, c'est quand la conscience s'accroche à ça, et s'identifie à ça. Et on dit plus, bah tiens, je sens une douleur dans mon estomac, une douleur dans mon genou. On dit, je suis malade, je suis pas bien, je suis. Donc c'est l'identification complète, où il y a Hmm. plus cet espace, cette distance, cette liberté. Il ne s'agit pas de refouler son corps, mais il s'agit d'avoir cette distance. Car on utilise son corps, mais il ne faut pas être utilisé par son corps. Il ne faut pas que ça Hmm. devienne tyrannique. C'est dans ce sens-là. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a en effet, il y a deux côtés. Alors du coup, toi, avec ton métier, tu vois plus de gens qui, bah, tu me diras, en France, on a cette philosophie d'aller chez le médecin ou chez l'ostéo ou chez le kiné quand on a mal. Bien sûr. Or, il y a d'autres pays du monde où justement on va en mode préventif. Mhm. Et ça, c'est assez intéressant justement de pourquoi pas aborder dans notre conversation ce sujet. Mais il y a aussi ce fait que bah, moi, je fais partie des gens qui ressentent ou qui vont en prévention d'eux. Et donc, du coup, juste pour aller mieux, encore mieux, et puis prévenir voilà, les différentes pathologies ou maladies qui puissent potentiellement arriver. Mhm. Et, euh, et donc, dans ces cas, j'imagine que tu as des personnes aussi qui arrivent et qui sont en mode positif et qui se disent, OK, là, je ressens des choses positives, comment je peux en avoir encore plus? Non? C'est rare? Oui, c'est plus rare, hein. Les gens viennent surtout quand ça va pas, hein. C'est Ouais, ce qui est tout à c'est fait la humain. France. Mais bon, pour donner une image aussi, par exemple, on a une voiture, il faut l'entretenir. On est tous d'accord là-dessus. Donc, il y a les surveillances, il y a les témoins. Quand un témoin s'allume, il faut y prêter attention. Ça signe un dysfonctionnement. Et puis, il faut faire des révisions. Il faut changer l'huile, etc., changer les pneus. Ça, c'est une chose, et c'est normal, et c'est bien. Euh, la personne qui, en revanche, passe une grande partie de son temps à aller au car wash, briquer sa voiture, chercher les produits pour le polish, tout ça, etc., et qui finalement utilise une grande part de son énergie et de son temps à simplement faire briquer sa voiture, qu'elle soit toujours plus belle, qui ne supporte pas qu'il y ait la moindre poussière dessus, ça c'est quelque chose qui à mon avis est nuisible, qui ferme l'énergie à quelque chose de beaucoup plus créatif. La voiture, elle est faite pour nous déplacer. Si on en fait un objet d'art, ou même pire, une extension de soi-même, on est totalement identifié à ça. Là, je trouve ça dommage. Et c'est un petit peu ce que je voulais dire quand il y a cette attention trop importante au corps. Ça Mhm. dépasse certaines limites. Voilà, il faut que ce corps soit fonctionnel. Bien Il faut y sûr. prendre attention, mais si ça devient un objet de culte ou une identification complète, c'est-à-dire on est son corps et rien d'autre, alors ça ferme les horizons de la conscience. Bien sûr, et ça peut provoquer, je pense, en tout cas, des problématiques d'estime de soi, d'image de soi. Le narcissisme, etc. aussi, bien sûr. Ouais. Ok. Merci pour cette belle entrée en matière, Eric. Euh, j'ai une question relativement simple qui arrive derrière cette petite intro. C'est qui es-tu, Eric? Eh bien, qui suis-je aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un être humain du genre masculin. J'ai 59 ans, j'ai 3 enfants, 3 garçons, étalés entre 32 et 17 ans. Donc ça fait longtemps que je m'occupe d'enfants. Et puis, j'exerce toujours le métier d'ostéopathe en libéral. Et je suis enseignant, donc comme tu l'as dit, depuis le début de ma carrière, en fait, par le concours de circonstances,
J'ai toujours fait les deux, l'activité libérale et l'enseignement, même si ça n'a pas été un choix d'enseigner, mais c'était voilà, des circonstances. Et puis je suis surtout quelqu'un qui s'est toujours intéressé profondément à la vie, à l'être humain, et à travers différentes approches. Je suis à la fois passionné de science, mais de la vraie science, celle des découvreurs, de ceux qui ont l'esprit ouvert, qui s'interrogent, qui remettent en question les certitudes. Et puis à la fois des sciences humaines aussi. Je me suis toujours intéressé aux philosophies, aux approches spirituelles. Pour moi, il n'y a pas de séparation. La séparation, elle vient de processus mentaux parce que c'est la fonction même du mental que de diviser. Le mental est analytique, donc on sépare, on met dans des cases. Mais pour moi, il y a qu'un savoir, qu'une connaissance qui prend différentes formes, différentes approches en fonction de la structure mentale, en fonction des cultures aussi. Et puis, voilà, ce qui me passionne, c'est cette vision globale de l'être humain et surtout du sens de cette vie. Et ça, je trouve toujours des réponses ou des éléments de réponse plutôt à travers des différents courants, justement, que ça va du scientifique aux philosophes, des fois même à des religieux. J'ai relu récemment Teilhard de Chardin qui a des réponses aussi extraordinaires, d'une puissance incroyable. Je trouve des éléments de réponse partout. Et c'est ça qui m'anime depuis toujours. Le sens de l'existence, le sens de pourquoi l'être humain souffre et pourquoi il est aussi le plus grand créateur de ses souffrances quand on regarde l'histoire humaine. L'histoire aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de comprendre tous ces développements au cours de l'histoire, tous ces mouvements, ces différentes approches politiques, conceptuelles de l'existence à travers différentes civilisations, l'histoire des guerres, de pourquoi l'être humain est obligé de passer par tout ça. Et tout ça, ça éclaire chaque jour mon quotidien, en fait. C'est hyper passionnant. Moi, c'est vrai que moi aussi, hein, j'adore la partie historique depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir un peu comment les guerres arrivent, pourquoi en fait on se fait la guerre. Typiquement, je t'en parlais juste avant de débuter le podcast de Gandhi. Gandhi qui, en fait, pendant 2 heures et demie du film, prône, en fait, pendant 3 heures, il prône ça, mais c'est en effet tout ce qui touche à la non-violence. Et donc il arrive à unifier un peuple indien où il y a 350 millions qui étaient contre 100 000 Britanniques. Et déjà, moi, je trouvais ça assez fou qu'il y a quand même 350 millions de personnes qui disaient oui à 100 000 autres personnes et qu'ils étaient gouvernés par ce genre de personnes. Je trouvais ça déjà complètement dingue. Et puis, il y a aussi le fait que Gandhi a réussi donc à unifier les musulmans, les musulmans et puis les hindouistes pour faire un vrai peuple. Et en fait, à la fin de ce film, alors je fais peut-être un peu je suis en train de spoiler tout le reste, mais c'est hyper important de le comprendre, c'est que à un moment donné, ces peuples se séparent pour créer le Pakistan et l'Inde. Et je trouve ça complètement dingue de, quelque part, faire une guerre non violente tous ensemble et se faire une guerre violente à l'issue de ces échanges-là avec les mêmes personnes en aussi peu de temps. Je trouve ça complètement dingue, ça me donne même des frissons rien que d'en parler. Mais en fait, ça s'est répété à maintes et maintes reprises en fait, dans l'histoire et de comprendre ça, c'est complètement fou, quoi. Ça montre que l'être humain d'abord est paradoxal, n'est pas simple, et puis l'état de la paix, c'est quelque chose, ça peut pas être simplement imposé ni politiquement, puisque c'est quelque chose qui est généré à l'intérieur de nous-mêmes. Et voilà, malgré tous ces efforts, il arrive à quelque chose, une vraie partition, une vraie séparativité, avec son cheminement de non-violence. Donc c'est pas tout le paradoxe de l'être humain, mais d'ailleurs, moi, ça m'évoque aussi la situation actuelle. Face à l'humanité, la France, mais aussi toute l'humanité est confrontée à quelque chose d'inattendu, ce virus, cette pandémie, et on arrive à aussi la séparativité, une partition dans les consciences, beaucoup d'opposition, beaucoup de violence, où les gens, je vois ça sur les réseaux sociaux, ne discutent plus, n'échangent plus, mais confrontent des opinions de façon violente et sans plus s'entendre. C'est ça qui est... C'est l'être humain, c'est l'ego de l'être humain
est séparateur et compétiteur par nature, puisque c'est là on parle un peu dans tous les sens, Ouais, mais mais c'est complètement OK. quand on regarde l'histoire de l'évolution justement de la vie sur Terre, et puis qui a abouti à la création de l'être humain, il y a une conscience grégaire au départ. On le voit dans les peuples plus primitifs. Il y a une conscience vraiment de groupe, mais avec un sens de l'individualité, de l'identité qui est assez faible. Et peu à peu, l'évolution nous pousse à construire une identité beaucoup plus, comment dire, intense, une individualité plus intense, et c'est vraiment l'ego qui arrive. Et cet ego-là, il est séparateur. Mmh. Et il est source de conflits, forcément. Alors petit à petit, il inclut autour de lui sa famille, ses proches, puis sa tribu, etc. Et peu à peu, on arrive à une conscience qui s'élargit. Derrière cette individualité que l'évolution a produit à un moment donné, qui est peut-être un stade nécessaire mais très séparateur, petit à petit, il y a un mouvement vers l'inclusivité. Et on commence à inclure des groupes plus grands. On a essayé, on a créé la Société des Nations, et puis l'ONU, et puis ceci, puis on a essayé de créer l'Europe, avec toutes les difficultés que ça représente, avec bien sûr les dérives, puisque des fois c'est l'économie qui prend le dessus sur la vraie vision de cette inclusivité. Mais on tend vers ça. Mais forcément, il y a sans arrêt ces forces séparatives qui sont dans notre propre individualité, qui sont Mmh. consubstantielles à notre ego, qui s'y opposent. Ceci dit, je reste totalement optimiste sur la flèche d'évolution, parce qu'il ne faut pas voir les choses à l'échelle de nos existences, il faut voir les choses à l'échelle de civilisation. Je reste totalement optimiste sur l'avenir de l'humanité, on tend vers cette inclusivité, sans par contre faire disparaître le sens de l'individualité. On aura une individualité de plus en plus construite, je dirais, de plus en plus centrée, mais qui pourra inclure le reste, l'ensemble, les autres. C'est un mouvement sur lequel c'est un effort quotidien, et c'est un effort d'humanité quotidien, et c'est ce qui m'inquiète le plus dans cette crise actuelle, c'est pas le virus, c'est pas le vaccin, c'est la séparativité qui existe entre les hommes, quoi. Mmh. C'est assez marrant justement cette vision égo séparation de l'autre. C'est un point que je n'avais pas forcément vu sous cet angle. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est des mots positifs sur l'inclusivité, sur l'envie de faire du bien, en tout cas d'avancer dans une zone positive, et dans un environnement et dans une vision positive, en tout cas du monde Disons le mot vers le bien commun. bien commun. C'est le bien commun, c'est notre devenir, presque obligatoire. On a l'impression que la flèche évolutive, elle tend vers ce point-là, mais pour y arriver, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de difficultés, des reculs, mais ce sont des reculs momentanés, ce ne sont pas des reculs réels. Mais on y tend, mais peut-être qu'il faudra encore 100 000 ans, j'en sais rien, mais on y tend inexorablement. Et selon toi, justement, pour accélérer ce mouvement, qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait? Prendre conscience justement des forces séparatives qui sont enfouies, insérées, enchâssées dans notre structure même d'individualité, les reconnaître, non pas sans jugement, simplement comprendre ça. Comprendre qu'à chaque instant, on est mu par des forces séparatives, où on se coupe de l'autre, où on veut plus que l'autre. Mmh. On veut aux dépens de l'autre même, parfois. Et tout ça, cette accumulation, cette sommation de tous ces mouvements individuels sur ces millions, milliards d'êtres humains, crée ce qui se passe au niveau collectif. Il faut être responsable déjà de ce qui se passe en soi, être lucide, sans jugement, parce qu'encore une fois, c'est normal. On est passé par ce stade de l'ego, et c'est quelque chose voilà, qui est pas le mal. C'est pour construire cette conscience humaine, cette conscience autoréflexive de l'être humain, il faut passer par ce stade de l'ego, stade d'unité isolée, où on se sent le centre du monde. Mmh. On se sent le centre du monde. On se vit comme le centre de l'univers même. Et c'est pas un jugement, il peut se passer des horreurs sur la planète à quelques encablures ou à quelques centaines ou milliers de kilomètres de chez nous, des choses terribles, des gens vivent des choses terribles encore à l'heure actuelle, mais si on a un petit souci, nous, ah ben je peux pas sortir ce soir parce que c'est le couvre-feu, Mmh. et on s'énerve, et on est mal, on se vit comme le centre de l'univers, à ce moment-là. Rien d'autre ne compte que ça. Il faut juste être lucide par rapport à ça.
Et quand on est lucide, on le comprend, à ce moment-là, on peut commencer à cheminer, à prendre un peu de distance par rapport à ça, en sachant qu'on a toujours cet ego qui est la base de notre moi, quoi. Mais on peut commencer à se libérer, prendre un peu de liberté. Donc, si je comprends bien, c'est commencer par soi, puis ensuite, le tout, le collectif fera, on va Ouais. dire par mimétisme, ou en tout cas, le fait de travailler sur soi va faire que on va avoir une conscience générale qui sera de plus en plus développée parce qu'on aura eu davantage conscience de nous-mêmes. Mais oui, ça commence par ça, évidemment, puisqu'on n'est Mm. pas tous des Gandhi ou des Martin Luther King ou des etc., des Nelson Mandela. Certaines personnes sont là aussi pour incarner quelque chose de plus vaste ou d'incarner une vision, une Mm. direction à prendre pour un groupe, pour une nation. Mais notre responsabilité individuelle, c'est déjà de commencer par soi. Parce que sinon, c'est la source aussi encore de toutes les divisions, si on commence pas par soi, si on ne s'est pas libéré de ça, si on n'a pas identifié tout ça en soi, on va imposer à l'autre notre point de vue, notre façon de concevoir le bien, la liberté, etc. On va l'imposer. Et c'est la source de tous les conflits. Et qui n'est pas forcément de nous-mêmes, Ouais. très généralement. Donc, Hmm. voilà. Sujet passionnant. Je crois que je vais quand même y aller. On parle de l'univers, mine de rien, on est très égocentré, donc sur soi, sur la planète, mais mine de rien, la planète est un tout dans l'univers. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Je sais que typiquement, j'adore l'espace. Depuis que je suis tout petit, on voit Thomas Pesquet, on voit Virgin Galactic avec Richard Branson que j'adore en tant que chef d'entreprise. On voit même Jeff Bezos qui, une semaine après, repart dans l'espace pour essayer de voir ce qu'il y a derrière. Alors, c'est pas tant le voyage dans l'espace, moi, qui m'anime, mais c'est plutôt essayer de découvrir ce qu'il y a, en fait, derrière, en dehors de notre planète. Bien sûr qu'il y a un milliard de choses géniales sur cette planète, mais il y a ce tout, cet univers qui est juste fantastique. Et plus on lit des choses là-dessus, plus on a envie en tout cas pour ma part, envie d'en savoir plus. Mais en même temps, on se rend compte qu'on ne sait rien. Et toi, est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu as tu connais un peu ce domaine, cet univers ou ce... Oh, ben, je connais très modestement. On peut connaître quand on n'est pas spécialiste, mais bien sûr que ça m'a toujours intéressé. Mais justement, la perception que l'humanité a de l'univers est vraiment révélatrice, puisque pendant longtemps, on s'est cru le centre de l'univers. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une Terre plate, et puis tout tourne autour de nous. Hmm. Et puis, peu à peu, justement, cette expansion de la conscience, ce raffinement dans la capacité de comprendre, ont amené certains à dire, mais non, on n'est pas le centre de l'univers. Déjà, c'est le soleil qui tourne autour de nous. Puis ensuite, etc. C'est la Terre qui tourne autour. C'est pas le soleil qui tourne autour de nous, c'est au contraire. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. Et puis après, on s'est rendu compte que le soleil lui-même était inclus dans un ensemble, une galaxie qui tournait autour du centre galactique. Ces galaxies étaient réunies en amas de galaxies qui tournaient aussi. Et donc, ça montre justement ce déplacement du centre. Et voilà, ça montre bien qu'on tend vers ça, vers cette conscience inclusive, beaucoup plus universelle. On est sorti de cet anthropocentrisme, ce géocentrisme, vers l'héliocentrisme, et maintenant on sait que l'héliocentrisme, c'est encore qu'une petite échelle. Hmm. Et moi, simplement, je vois ça, c'est que c'est un symptôme extrêmement positif que l'homme s'intéresse à l'univers, s'intéresse à aller plus loin, parce que c'est simplement le symptôme de l'expansion de sa conscience. Il se rend compte qu'il n'est plus le centre. Et on le fait au niveau collectif, mais tous les individus doivent le faire aussi, parce que tout le monde n'en est pas là. Je parle même pas du fait que certains pensent encore que la Terre soit plate, mais ça, c'est juste presque risible Ouais. à l'heure actuelle. Mais je pense que certains se vivent encore comme il y a quelques siècles, dans la conscience d'il y a quelques siècles. Je suis le centre de l'univers. Hmm. Je suis tellement important. Et Ouais. il faut se libérer de ça. Et, et là, j'ai aucun doute, hein, même en France, je pourrais citer quelques exemples juste pour avoir entendu en tout cas certains propos dernièrement. Mais ok, ouais.
vaste sujet. Là, on part presque dans de la géographie, de l'histoire, de la politique, de la géopolitique et même de la philosophie. Euh, bon, Bon, je sais ça, pas si tu as les auditeurs ont 5 ou 6 heures devant eux, mais on va essayer de recentrer un peu le débat, si tu veux. on va recentrer bien sur le débat. On va parler de la théorie polyvagale. Oui. Sujet que tu connais largement et j'aimerais que voilà, moi c'est quelque chose que j'ai découvert si tu veux il y a environ 2 ans avec Ludovic Leroux. C'était en gros comment développer sa confiance en soi. Alors même si la confiance en soi, il y a l'amour de soi, l'image de soi qui développe l'estime de soi. C'est comment développer ça par la théorie polyvagale. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, de par des recherches, de par des rencontres, ben, gentiment, et notamment ces dernières semaines, on m'a amené vers toi, Eric, sur cette fameuse théorie polyvagale. Est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la théorie polyvagale, commencer par déjà les bases et puis bah, gentiment comprendre, ok, c'est bien beau, on comprend comment ça fonctionne, mais à quoi ça sert? Mm, mm, mm. Je vais essayer parce que c'est Ouais. c'est pas que j'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais pour des publics en général. C'est au moins 1 heure de conférence là-dessus pour les non initiés. Après, pour les professionnels, c'est beaucoup plus long. Ouais. Bon, je vais essayer de synthétiser, de faire simple. Simplement, déjà, il faut savoir qu'on a dans notre système, on a un système nerveux, et une partie de ce système nerveux est ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire c'est tout ce qui gère les choses en dessous du seuil de notre conscience, toute la régulation de notre corps, les battements cardiaques, la transpiration, l'ouverture des pupilles, la digestion, si elle accélère, si elle ralentit, tout ce qui est automatique, la miction, hein, si la vessie se remplit, après ensuite on a envie de la vider, etc. C'est tout ce qui a permis le développement évolutif des espèces, en fait, pour mettre des choses, pour assurer des fonctionnements de façon automatique, pour plus qu'on ait à s'en occuper. Ça consomme le moins d'énergie possible, et surtout que ça libère la conscience pour d'autres choses. Et là, on a l'autre partie du système nerveux, qui est le système nerveux volontaire de la vie de relation, qui nous permet de sentir le monde, et puis d'agir dans le monde. Ça, en fonction de notre moi, Alors ça, c'est le système nerveux autonome, et la théorie polyvagale parle du système nerveux autonome. On avait, pour faire très simple, 2 branches dans ce système nerveux autonome, classiquement, pendant longtemps, c'est comme ça que je l'ai appris, qui étaient complémentaires mais antagonistes. Par exemple, on avait le système parasympathique qui ralentit le cœur, qui accélère la digestion, pour donner l'exemple très simple, alors que l'autre branche, le système sympathique, accélère le cœur et ralentit la digestion. Donc ce sympathique nous sert à agir. C'est un système de mobilisation. C'est notre énergiseur. Il nous donne de l'énergie pour effectuer n'importe quel type d'action, de travail, et surtout aussi, dans l'évolution des espèces, pour se défendre face au danger. Soit se battre, soit fuir. Mais donc, on a besoin de pouvoir avoir le plus de sang possible dans nos muscles, le cœur bat très vite, on respire plus vite pour pouvoir mobiliser de l'énergie. Le parasympathique, lui, c'est tout ce qui permet de l'entretien du corps, la nutrition des cellules, la réparation, la croissance, La relaxation. le calme. Alors ça, c'était... Ensuite, la théorie polyvagale vient du fait qu'il y avait, dans ce parasympathique, il y a un nerf qui est très important, qui assure 90% des fonctions parasympathiques, c'est le nerf vague. Devenu très à la mode. Si vous tapez nerf vague sur Internet, vous allez tomber sur des centaines de pages. Ce nerf vague, donc, c'était la plus grosse part du système parasympathique, mais il avait des fonctions paradoxales, des choses qu'on ne comprenait pas très très bien. Jusqu'à ce que Stephen Porges, donc un éminent scientifique aux États-Unis, comprenne qu'il y avait 2 branches différentes dans ce nerf vague qui étaient vraiment, qui avaient presque rien à voir, dans un sens, et qui étaient apparues au cours de l'évolution des espèces à des moments très différents. La branche la plus primitive, qui permet vraiment la survie, l'entretien, on disait, quand un animal hiberne, mais il y a le fonctionnement minimal, hein, pour assurer des battements du cœur très lents, un minimum de température corporelle, etc. Et tout ce qui nous permet, en tout cas nous, chez nous, de nous récupérer, la nuit notamment. Et puis il y a une autre branche qui est apparue par contre beaucoup plus tard, uniquement avec les mammifères, qui contrôle davantage le cœur, la régulation cardiaque, mais qui est complètement liée à ce qu'il appelle l'engagement social, c'est-à-dire à notre relation avec autrui. C'est le nerf vague nouveau ou nerf vague ventral, selon les appellations. Et c'est un nerf qui est complètement lié avec nos interactions qu'on a avec les autres, c'est-à-dire qu'il va aussi engager d'autres fonctions neurologiques, d'autres nerfs, notre façon de regarder, la
les autres, notre façon d'être regardé, notre expression faciale, toutes les mimiques qu'on peut avoir qui dénotent de notre état intérieur, notre façon d'écouter aussi, et puis qui sont, voilà, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce qu'après c'est complexe au niveau neurologique, mais cette branche-là du nerf vague, elle est au-dessus de toutes les autres, et c'est elle qui régule tout le reste, à condition qu'elle soit suffisamment performante. Et pour qu'elle soit performante, il faut que, dès le départ de notre vie, nous ayons pu grandir, évoluer dans un environnement où on se sent en sécurité. Donc, l'importance des interactions précoces, notamment parentales, dans l'immense majorité des cas. Les autres branches, celle qui est en dessous, le sympathique, c'est une branche qui permet de faire face au danger. Qui a permis, au cours de l'évolution, la survie des individus et des espèces, parce qu'on est capable de faire face au danger et de se défendre par la mobilisation, l'attaque, la défense. La première branche, l'autre branche du parasympathique, qu'on appelle le vague ancien, elle, c'est une branche qui se met en alerte, en hyperaction, lorsqu'il y a une menace vitale. C'est plus un simple danger, c'est une menace vitale. Mais là, l'organisme se ferme, s'immobilise. Pour faire simple, quand une gazelle est poursuivie par un guépard, par exemple, ou par un lion, c'est son système sympathique qui rentre en jeu, et elle va courir à fond, elle va avoir plein d'énergie, avec de l'adrénaline aussi, mais tout le système sympathique est hyper activé pour pouvoir avoir le plus de force musculaire, le plus d'endurance possible, et ne pas courir, pour s'échapper. Ou alors on va se battre, nous si on est agressé, on peut essayer de se battre pour mettre fin au danger. Quand cette branche fait défaut, ou si la gazelle est rattrapée, alors la gazelle elle se fige, le lion l'attrape, elle se fige, elle est en état presque de mort apparente, c'est-à-dire le cœur va être ralenti énormément, la tension artérielle va baisser énormément, le sang va même se retirer en grande partie du cerveau, donc la conscience va se réduire, on va sentir plus rien. Donc c'est parce qu'elle est en menace vitale, et c'est sa dernière chance d'adaptation. De faire la morte, en fait, ça peut lui laisser une chance de survie. D'abord, elle sent plus les douleurs, elle peut survivre blessée beaucoup plus longtemps. Si le lion est distrait, comme on le voit des fois, le chat qui a attrapé une souris puis qui regarde ailleurs, la souris peut repartir. Donc, ce système nerveux se définit, se construit depuis notre enfance, même déjà dans la période intra-utérine. Et selon les expériences qui sont vécues, eh bien, on peut développer une hypervigilance au danger si on n'a pas appris à être dans un état de sécurité. Si l'environnement familial, mais aussi contextuel, il y a des enfants qui naissent dans une zone de guerre, par exemple, avec des bombes, tout ça, le sens de la sécurité n'est pas appris, n'est pas implémenté dans notre système nerveux, on pourrait dire, et à ce moment-là, on est hyper vigilant au danger. Donc ça fait, soit on va hyperactiver notre branche sympathique, et donc ce sont les individus toujours hyper stressés, toujours hyper sur la défensive, ou très agressifs, qui réagissent très vite. On voit ça notamment. Est-ce que c'est lié avec le pessimisme? Parce qu'il y a des gens qui sont plus optimistes que pessimistes. Non, c'est... Non, pas du tout. Là, c'est une hypervigilance du système nerveux, simplement. Donc, du coup, c'est purement scientifique. Voilà, au départ, c'est le système nerveux qui fait que on est hyper vigilant. Il y a une perception du danger qui est accentuée, qui est anormale. Le système nerveux, c'est au-delà de la conscience. On perçoit des dangers, là, il n'y en a pas. Alors, quand il y en a, il les perçoit, mais et on voit des gens hyper nerveux, hyper colériques, par exemple. On voit ça en voiture, très bien. Le moindre petit truc, pas content, les gens s'énervent, se mettent dans des états pas possibles. C'est cette branche qui est faite pour attaquer ou pour défendre. Et puis d'autres individus, malheureusement, c'est encore pire, ils ont vécu des états de menace vitale. Leur système nerveux a perçu qu'ils étaient en danger de mort, et donc, dans la vie ensuite, dès que les situations sont un peu plus complexes, alors ça va déclencher un signal dans le système nerveux, je suis en danger de mort, et la personne s'effondre, au contraire. C'est le malaise vagal, c'est éventuellement l'évanouissement, la personne se fige, ça crée aussi à moindre degré des états dépressifs. Une personne par exemple, qui passe un examen, là les gens vont peut-être se reconnaître, les éditeurs vont peut-être se reconnaître, un examen ou parler en public, etc. Tout d'un coup, le cerveau, c'est le trou noir. C'est plus, même la personne qui a bien travaillé ses examens, c'est plus rien. Elle se fige, elle n'arrive plus à parler, elle a envie de s'évanouir, et puis il y a des personnes qui veulent parler, lorsqu'ils sont en public, qui ont envie de fuir, de se mettre dans un trou de souris.
Je me permets de te couper, je reprends le fil par rapport à la gazelle. Il y a une vidéo en tapant gazelle et lion, par exemple, sur YouTube. En fait, on voit en fait tout ce que tu as pu décrire tout à l'heure, et à la fin, elle se met à trembler. Et, Ouais. euh, et du coup, est-ce qu'on arrive justement à ce que tu es en train de dire, où justement on est dans un état second Voilà. et où on est en train de se régénérer, peut-être? Alors quand elle tremble, c'est qu'elle a été dans cet état le plus profond de malaise vital et que Hmm. c'est un moyen pour ressortir. Voilà. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ce conditionnement de notre système nerveux joue en permanence au fond de nous. Parce que notre système nerveux autonome, tout l'ensemble de notre système nerveux d'ailleurs, euh, check à chaque instant, vérifie à chaque instant les signaux de danger ou de sécurité de l'environnement. Et ça, c'est les bases neurobiologiques de notre fonctionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la question comment je me sens. Et c'est ce que Porges, l'inventeur de la théorie polyvagale, a baptisé la neuroception. C'est-à-dire que c'est rien à voir avec la conscience, c'est cet état du système nerveux qui vérifie à chaque instant est-ce que je suis en sécurité, est-ce que je suis en danger de mort, ou est-ce que je suis en danger, ou est-ce que je suis en danger de mort. Ça n'a rien à voir avec la conscience, c'est comment on s'est structuré dès le départ de notre vie. Et ça joue dans l'état dans lequel on se sent, parce que si on n'a pas du tout conscience de ce qui peut se passer, il peut y avoir des tas de signaux. Parfois, c'est une voix, une attitude corporelle, un bruit, qui va déclencher une alerte du système nerveux. Ou un environnement, un contexte, comme aujourd'hui, la pandémie, plein de gens, les psychologues, les psychothérapeutes en témoignent, plein de gens vont très mal, parce que cette situation détermine dans leur système nerveux, ah, je suis en danger, ou je suis en danger de mort. À ce moment-là, ça va déclencher le fonctionnement propre à chaque branche, soit c'est du sympathique, soit c'est du vague dorsal, soit je suis hyper activé, hyper nerveux, tout ça, soit au contraire, je me replie, je me fige, je me confine même à l'intérieur de moi-même, tout se ralentit. Et donc c'est ça dont on n'a pas conscience, c'est qu'ensuite on se construit une histoire en fonction de cette perception de notre système nerveux. Alors on va dire, ah, je me sens pas bien, je me sens nerveux, je me sens en colère, je me sens complètement vidé, dépressif, je me sens coupé, je me ferme. C'est l'histoire qu'on se raconte. Après, il y a le mental, le fonctionnement mentaux, les processus mentaux sont activés, et ça génère aussi des états, des sentiments et des états émotionnels. C'est pour ça que c'est important de savoir pourquoi je me sens bien, pourquoi je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? D'essayer de retrouver, de reprendre, de remettre de la conscience sur des fonctionnements neurologiques qui sont permanents, sous-jacents, et qui se sont mis en place, dessinés dans leur façon de réagir depuis notre tendre enfance. C'est ça l'intérêt, un des intérêts de la théorie polyvagale, c'est de comprendre ça et de pouvoir ajuster des stratégies thérapeutiques, notamment en psychothérapie. Hmm. Par exemple, Ok, ouais. ouais. Et, Non, dans un traumatisme. ouais. Le traumatisme, c'est une chose, c'est l'événement. Mais l'événement, il pèse pas de la même façon chez Pierre, chez Paul ou chez Françoise. Bien sûr. On voit, même dans des événements très durs, comme les personnes qui ont été victimes de viol ou de terrorisme, il y a des gens qui finissent complètement effondrés dans le syndrome psychotraumatique, qui sont complètement figés, en figement complet. C'est cette branche la plus profonde du système nerveux qui a été hyperactivée. Chez d'autres, ça va les mettre en sympathique, ils vont être hyper nerveux, ils vont être très tendus, etc. Et puis chez d'autres, il y a une phase d'adaptation, évidemment, de choc, bien sûr, mais qui vont sortir de cet événement intègre, quelque part. Et comment on travaille là-dessus? Voilà, j'ai un traumatisme, j'ai un trauma. Comment, grâce à ce que tu viens de nous dire, je peux peut-être pas extraire ce trauma, mais faire que je vive mieux avec ça au Intégrer. fond de moi? Ouais. Bon, il y a déjà beaucoup de méthodes qui ont été développées et qui sont très très bien, hein, comme le MDR, Mhm. qui est bien connu, L'EFT également, peut-être? le FT, bien sûr, plus récemment, le FT. Ces méthodes vont aider le système nerveux à digérer, à intégrer le traumatisme, Mm. à se réapproprier. Parce qu'un traumatisme, sa définition, pour moi, c'est quand une énergie, ici c'est l'événement extérieur, est bloquée et verrouillée, n'est pas mise en circulation dans l'ensemble du fonctionnement de la personne, et donc ne peut pas être digéré, ne sert pas à le construire. Parce qu'un traumatisme peut nous aider, peut nous construire, nous rendre plus forts même, si on l'a intégré. Donc, quand c'est figé comme ça, il y a ces méthodes-là. L'intérêt de la théorie polyvagale, c'est de comprendre que c'est pas ce qu'on se raconte qui est important. C'est ce qui a été vécu. C'est ce qu'a enregistré le système nerveux. Je donne un exemple que je donne souvent parce qu'il est assez... il est éloquent. J'avais vu une jeune femme qui avait subi un viol, malheureusement quelque chose de très fréquent.
et se raconter une histoire, bien sûr, par rapport à ça. Mais les mots qui étaient le plus en relief dans son histoire, c'était la honte et la culpabilité. On pourrait se dire: «Mais honte de quoi? Elle a subi un viol, coupable de quoi?» Mais c'est comme ça que son histoire, ses processus mentaux, émotionnels ont reconstruit le truc. Pourquoi? Parce que justement, en lui faisant comprendre que c'était pas elle en tant que sujet, mais que c'était son système nerveux qui est le fruit de l'évolution des espèces, sur lesquelles évidemment, elle n'est pas responsable. C'est des réponses stéréotypées. Elle l'a vécu comme menace de mort et menace de mort, on se fige et les émotions, les sentiments qui sont très liés à cet état, ça on a fini par le comprendre, c'est la honte. On a honte en fait de cette fermeture au monde, de cette coupure, de cette impuissance, de ce renoncement. C'est nous ensuite, l'ego qui a honte, mais c'est parce qu'il y a eu ce processus-là qui ne lui appartient pas. Et là encore, ça permet une désidentification, de se décoller. Il y a le sujet de l'histoire, et il y a l'histoire, et il y a le système nerveux qui a répondu d'une certaine façon. Elle dit plus rien, ça. Et simplement ça, déjà, ça a permis de décoller, et ça a été très, très libérateur. Voilà à quoi ça peut servir, par exemple. OK, yes. Toi, comment tu fais? Tu as des patients qui viennent te voir par rapport à ça? Ou Oui. ouais, OK, d'accord. Parce que tu es ostéopathe et où tu es un mix de tout ça en fonction des personnes que tu as en face de toi et Ouais, bah, je suis surtout vieux, donc j'ai fait pas mal de choses. Oui, j'ai été formé en hypnose, j'ai été formé en EMDR, j'ai fait pas mal de choses, mais après, mon cœur métier, c'est l'ostéopathie, mais ce qui, Mmh. ce qui m'a intéressé au départ, moi, c'était mon premier mouvement quand j'ai découvert la théorie polyvagale, parce que j'avais compris depuis longtemps que ce système nerveux autonome était la clé de l'homéostasie et que beaucoup de déséquilibres passaient par lui, et que surtout, il était à l'interface des relations entre le corps et la psyché. Mmh. Donc, tous les phénomènes psychosomatiques qui m'ont intéressé dès le départ m'ont obligé à comprendre et à approfondir le système nerveux autonome. Parce que dès qu'on ressent une émotion, il se passe quelque chose dans le corps, qui est médiatisé, qui est une réponse de notre système nerveux autonome. Donc, alors au départ, quand j'ai découvert la théorie polyvagale, ça s'est énormément éclairé, tout ça, j'ai eu une une compréhension beaucoup plus profonde de ces processus. Et j'ai cherché dans un premier temps comment je pouvais importer ça dans ma pratique ostéopathique, dans une pratique manuelle, parce qu'on avait des techniques sur le système nerveux autonome qui étaient pour moi très décevantes, plus du folklore qu'autre chose. Mmh. Dans toutes les disciplines, on traîne beaucoup de croyances, et l'ostéopathie n'y échappe pas, loin de là. Et donc j'ai cherché à développer des techniques, une façon de faire, surtout une façon d'aborder les choses qui s'appuie sur cette théorie polyvagale. C'est ce que j'ai fait. Mais comme je suis toujours intéressé, j'ai choisi l'ostéopathie au départ de ma vie, pour un concours de circonstances, j'aurais pu choisir la psychologie. Ça dépend. Cela a été le fait des rencontres en fait que j'ai faites, mais je n'ai pas de préférence dans tout ça. Mmh. Euh, et donc j'ai écrit ce livre sur la théorie polyvagale, et en fait j'ai mis dedans beaucoup de choses que j'avais compris, étudiées en psychologie aussi, faire un peu le pont entre par rapport aux phénomènes psychosomatiques. Et finalement, ce livre a eu encore plus de succès auprès des psychothérapeutes que des ostéopathes, parce que c'était au cœur de leur problématique. Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup du traumatisme, du psychotraumatisme, et ça donnait un éclairage vraiment encore beaucoup plus pointu que ce qui existait précédemment. Et donc, ce livre s'est énormément diffusé dans le monde de la psychothérapie, mais ça m'a amené j'ai été invité à créer des formations. J'ai essayé d'imaginer des formations pour les psychothérapeutes, différentes de celles que je faisais pour les ostéopathes, Mmh. avec donc des applications pratiques différentes. Donc, il est vrai que selon le cas, je peux prendre en charge aussi plus ou moins ces dimensions psychiques, mais je me sens pas, comment dire, je ne suis pas tout puissant, donc déjà j'ai mon épouse qui est hypnothérapeute, D'accord. je peux collaborer, et puis j'ai un réseau aussi de gens à qui je peux m'adresser, des personnes très compétentes à qui je peux m'adresser également. Mmh. Voilà. Du coup, pour les personnes qui veulent aller voir ce livre, c'est le système nerveux autonome de la théorie polyvagale au développement psychosomatique. Psychosomatique, du coup, est-ce que tu veux bien nous en parler peut-être un peu plus? Et puis après, il y a encore d'autres sphères que j'ai envie d'explorer avec toi. Mhm. Mais la relation, justement, on peut la voir, en tout cas, ou la sentir avec ce que tu viens de nous dire, mais quelque chose de peut-être de plus concret? Bon, bah déjà,
psychosomatique, c'est quelque chose qui a intéressé beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs, beaucoup de courants. Il y a des approches qui ont été faites en psychanalyse déjà depuis très longtemps, des approches en psychophysiologie aussi depuis très longtemps, avec les travaux de Franz Alexander, par exemple. Il y a des approches un peu plus farfelues aujourd'hui, qu'on voit ici et là, avec beaucoup de boîtes à tiroirs. Vous avez tel problème émotionnel, donc c'est tel conflit émotionnel, c'est tel symptôme. Des sujets que j'ai étudiés en profondeur il y a très longtemps, mais sur lesquels je me suis éloigné parce que ça manquait vraiment de... C'est des choses qui simplifient, c'est pour les paresseux, disons, qui n'ont pas envie de réfléchir beaucoup. Ça manquait de fond un peu. Bah oui, c'est un peu magique. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, là, ce qui est très établi, c'est que dès que l'on est dans un état intérieur difficile, qu'on assume mal, il y a une répercussion via le système nerveux tout de suite, c'est immédiat. Et puis, avec le temps, ces choses-là prennent de l'ampleur et ça va donner des désordres fonctionnels. Donc ça met en jeu tout notre système nerveux autonome, l'hypothalamus, mais aussi notre perception des situations. Là, il y a une nouvelle théorie, après la théorie polyvagale, qui sont passionnantes. Par exemple, un modèle d'intégration neuroviscérale qui permet de comprendre que la façon dont notre cœur est régulé, la variabilité de notre rythme cardiaque, dépend de notre perception des situations et de l'influence de notre lobe frontal, préfrontal en particulier. C'est-à-dire que notre perception des situations détermine une inhibition descendante d'une réponse de stress par défaut qui est inscrite dans notre organisme. On est fait comme ça parce que l'évolution des espèces, c'était la chose la plus performante, c'est-à-dire qu'on est fait pour répondre au stress par défaut. Okay. Pour un oui, pour un non, c'est-à-dire qu'il valait mieux, pour faire un exemple très simple, en voyant une branche par terre, il valait mieux croire que c'était un serpent, parce que ça l'entraînait des réactions, un comportement de protection. Alors qu'à l'inverse, si on voit un serpent et qu'on croit que c'est une branche, c'est pas très performant en termes de survie. Ouais, je comprends. Donc on est fait pour réagir au stress par défaut. Mais l'évolution chez les mammifères, et notamment chez l'être humain, avec cette conscience de conscience, a énormément développé nos lobes frontaux, notamment les lobes préfrontaux. Et donc on est capable, par la conscience, par la raison, par des processus beaucoup plus élaborés, d'inhiber cette réponse, à condition d'avoir construit un système de sécurité, de se sentir en sécurité. À ce moment-là, on inhibe toutes ces réactions qui sont des réactions neurobiologiques, qui mettent en jeu le système nerveux autonome, le système nerveux hormonal et le système nerveux immunitaire. Donc dès que tout ça n'est pas bien régulé, c'est la porte ouverte à tous ces problèmes, désordre du système nerveux autonome, du système hormonal, du système immunitaire, et donc petit à petit, au début, des symptômes fonctionnels, des problèmes récurrents, des douleurs, des fatigues, des insomnies, des ceci, des cela, et peu à peu, la porte ouverte à des maladies. Aujourd'hui, on dispose de centaines de publications scientifiques qui montrent que lorsque notre nerf vague évolué fonctionne à son plus haut niveau, cela diminue et maintient les niveaux d'inflammation dans nos cellules à un niveau correct, et que lorsqu'il faiblit, au contraire, l'inflammation augmente. Et ça, lorsque l'inflammation augmente, c'est des maladies auto-immunitaires, des maladies rhumatismales, le cancer. Le cancer. Donc on sait aujourd'hui que quelqu'un qui arrive à maintenir son nerf vague à un bon niveau prévient le cancer. Tu parlais de prévention tout à l'heure. Et même chez les cancéreux, il y a eu des études qui ont montré que simplement par des pratiques de cohérence cardiaque de respiration, donc de renforcement du nerf vague ventral, on diminuait la progression et l'évolution des métastases chez les cancéreux. Et les cancéreux meurent des métastases la plupart du temps. Yes. Donc c'est fondamental. Ça, c'est la psychosomatique déjà éclairée aujourd'hui scientifiquement. On a tous les outils et toutes les connaissances pour le faire. Après, eh bien, on peut aller plus loin, on peut affiner pourquoi tel type de vécu va entraîner plutôt telle pathologie plutôt qu'une autre. Et le fondement, il est là, il est documenté aujourd'hui. Il n'y a plus besoin de... Et du coup, sur le nerf vague, alors c'est un sujet qui, mine de rien, revient régulièrement dans ce podcast quand j'interviewe des scientifiques ou de pseudo-scientifiques, ou en tout cas des gens qui sont allés chercher des autodidactes dans le domaine, et qui... et en fait, ouais, il y a la cohérence cardiaque qui revient
Oui. Alors c'est plus ou moins dit pour entraîner notre nerf vague, mais moi j'aime bien la loi de Pareto, c'est quels sont les 20% des actions qui me permettent d'avoir 80% de résultats quelque part. Et j'aime bien citer la cohérence cardiaque parce que il y a notamment le docteur David O'Hare qui a développé le 3-6-5, 3 fois par jour, 6 inspirations, 6 expirations par minute pendant 5 minutes. Moi, ça fait plus d'1 an que j'utilise cette technique tous les jours. Franchement, je vois vraiment des énormes bénéfices. Et à cela, je mets aussi un peu de méditation, mais c'est vraiment c'est assez fantastique. Et quand on regarde les bouquins, on a du mal à comprendre comment c'est possible d'avoir autant de bénéfices en faisant aussi peu de choses quelque part. Et donc, pour toi, la cohérence cardiaque, c'est aussi un des meilleurs outils pour entraîner son nerf vague. En tout cas, c'est l'outil de base qu'il Ok. faut pratiquer. Et puis ensuite, lorsqu'on a pratiqué suffisamment longtemps, ça devient moins nécessaire parce qu'on a changé son pattern respiratoire. Quand on observe les gens, et moi je peux le faire puisque je les examine physiquement, on voit que la façon de respirer est souvent très erronée et reflète notre capacité à gérer notre existence, à gérer nos émotions, à gérer les événements. C'est très très lié. Donc il faut rééduquer ça. Pour comprendre pourquoi ça marche aussi bien, bah, il faut un minimum de base neurophysiologique. C'est parfaitement explicable, hein, il n'y a rien de magique là-dedans. Parce que ce nerf vague dont on parle, qui est le nerf vague ventral, c'est lui qui s'occupe de la régulation du cœur et en fait, de la variabilité du rythme cardiaque. Ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque, c'est que entre deux intervalles de battement cardiaque, le temps n'est jamais constant. Et il y a notamment un des éléments de base de cette régulation, c'est ce qu'on appelle le baroréflexe, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on... D'abord, j'ai commencé à dire que le nerf vague freine le cœur en permanence. C'est un frein, parce que le cœur, s'il est isolé, on le met dans un liquide, il va battre à 120 par minute grâce à son tissu nerveux, tissu nodal qui est à l'intérieur. 120 par minute. Le rythme moyen, c'est 70 par minute, en moyenne. Donc, il freine tout le temps. Et bien, à chaque fois qu'on inspire, à cause des changements de pression dans le thorax, mais aussi du coup dans la aorte et dans les carotides, le frein vagal relâche un petit peu, se desserre un peu, donc notre cœur accélère un tout petit peu. Si on respire profondément, on peut même avoir le cœur qui monte à 80, 85, mais l'espace de 2, 3, 4 pulsations, le temps de l'inspiration. Et quand on expire, la pression va diminuer à nouveau dans le thorax, et le frein va se resserrer. Et on peut être à 60, 55 par minute instantané. Si on prend le pouls sur une minute, on va compter 70. On ne se rend pas compte des variations. Mais quand on les mesure grâce au logiciel, on voit ces grandes courbes, ces grandes oscillations. Et l'entraînement respiratoire développe ce baroréflexe, le remet en route, le potentialise. Et donc, si le nerf vague, on l'entraîne, on le rend beaucoup plus souple, plus adaptable, pour pouvoir freiner, relâcher ou resserrer son frein. Et ça renforce le nerf vague. Pour essayer de expliquer les choses simplement. Ouais, mais c'est vraiment passionnant, moi, je trouve cette philosophie. On parle du troisième cerveau, le cœur aussi. Oui, Alors, tu souris, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose de sous-jacent? oui, parce que ça me faisait penser au deuxième cerveau. Là aussi, il y a des... Vous savez, dans le monde scientifique et parascientifique, il y a tout d'un coup quelque chose qui arrive, et puis ça devient une espèce de feu de forêt, puis tout le monde s'en empare, et beaucoup de croyances, d'illusions se grèvent dessus. Et je pensais notamment au deuxième cerveau, qui est un concept qui a fait fureur. Des centaines de milliers de livres sont vendus à ce sujet. Ouais. Et je suis toujours dans mes cours, je pondère toujours un petit peu cet enthousiasme là-dessus. Et je m'intéresse beaucoup plus à ce cerveau du cœur, d'ailleurs, qu'à ce cerveau du ventre, qui est un cerveau extrêmement archaïque, qui est apparu dans les espèces les plus archaïques et qui est fait pour faire un certain travail. Mais le rehausser, le mettre sur un piédestal, c'est faire une régression évolutive de plusieurs centaines de millions d'années, quoi. Donc je trouve ça un peu fou. Bon, après, je documente, j'argumente scientifiquement pourquoi il ne faut pas trop exagérer sur ce ventre, mais par contre, le cerveau du cœur, oui, il est puissant, extrêmement puissant, parce que le cœur, il sécrète aussi une hormone qui est très importante, et puis il a un champ, malgré qu'il y a beaucoup moins de neurones dans le cœur, infiniment moins de neurones dans le cœur que dans le cerveau, il a un champ électrique, je ne sais plus combien, je ne suis pas très bon pour la mémoire des chiffres, mais du genre 100 000 fois plus puissant que le champ électrique du cerveau, et 10 000 fois, et le champ magnétique du cœur est 10 000 fois plus puissant que celui du cerveau. Donc il a une influence extraordinaire sur lui.
C'est pour ça que Du coup, sur les autres aux alentours de nous, quoi. oui, aussi, parce qu'il y a des champs, bien sûr, qu'on pourrait parler des champs d'énergie autour de nous, mais donc c'est pour ça que c'est important. Mais la cohérence cardiaque, elle est encore plus performante si on associe une visualisation. Parce que il faut, comme je disais tout à l'heure, l'importance de notre cortex, de notre lobe préfrontal chez l'être humain, donc évoluer, c'est le fruit de l'évolution, et c'est dans ce sens-là que ça va. Et donc il faut qu'il y ait cette inhibition qui vienne du cerveau. Et les processus imaginatifs de visualisation et d'intention générés, sous-tendus par ce cerveau. Moi, je ne suis pas forcément matérialiste. Pour moi, le cerveau explique le comment, pas le pourquoi. Mais bon, c'était entre parenthèses. Eh bien, vont potentialiser tous ces effets énergétiques. Donc, la cohérence cardiaque, moi, je la prends toujours avec une petite visualisation particulière pour la rendre bien plus performante sur tous les plans. Parce que je ne vise pas que le niveau physiologique, je vise l'ensemble de la conscience. Parce qu'avoir un corps en très bonne santé, avec une conscience qui est la conscience d'un escargot, c'est pas très intéressant. On est J'ai rien contre l'escargot. On a un corps un système nerveux aussi évolué, c'est pour abriter une conscience beaucoup plus large. Bien sûr. Et du coup, je reviens sur cette visualisation. Qu'est-ce que tu visualises concrètement? Est-ce que c'est toujours la même ou c'est... Bon, déjà, oui, je donne un premier exercice. Après, j'ai beaucoup d'exercices dans les formations que je propose. J'ai plein d'exercices de différentes natures pour aller toujours plus loin. Mais dans la cohérence cardiaque, ce que je propose, c'est pendant que l'on inspire, alors déjà toujours inspirer, de souffler par le nez, jamais par la bouche, pour aussi des raisons neurologiques trop compliquées à développer ici, mais toujours par le nez, sauf si on a le nez bouché, bien sûr. C'est assez marrant parce que quand j'ai lu le bouquin il y a peut-être un an du docteur David O'Hare, et lui, en fait, dans son bouquin, il dit d'inspirer donc par le nez et expirer en faisant vibrer les lèvres. Oui. Alors, c'est peut-être une autre technique. C'est une autre technique qui peut avoir ses intérêts, de faire vibrer les lèvres. Ouais. Tout à fait, il y a des techniques vocales qui sont intéressantes pour le nerf vague aussi, dont je parle par ailleurs. Mais au départ, il faut commencer par le nez. D'accord. Parce que j'ai vu beaucoup de gens, je me base sur le fait que j'ai vu beaucoup de gens qui ont des difficultés à respirer correctement, et quand on leur propose rien que ce rythme-là, ils s'étouffent. Et donc, ce qu'il faut, c'est que il faut que le flux aérien dans les fosses nasales soit le plus doux possible. Ok. Il faut que ça fasse le moins de bruit possible. Parce qu'en fait, ça génère, ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler sur l'audition, sur les sons, ça génère des fréquences très très élevées, dont la plupart ne sont même pas audibles, parce que l'air tourbillonne dans les fosses nasales, parce qu'il y a des petits cornets qui sont faits là pour ça, pour faire tourbillonner l'air, au départ pour le réchauffer, pour l'humidifier, filtrer les poussières, mais ça va générer des sons de très haute fréquence qui vont avoir un effet très subtil sur ce nerf vague et au-delà du nerf vague. Et donc, en faisant ça, en proposant aux gens de respirer très lentement, avec un flux très doux dans les fosses nasales, en faisant le moins de bruit possible et à l'inspiration et à l'expiration, eh bien, ça leur permet de gérer plus facilement. Okay. Et de trouver un rythme qui soit plus confortable, alors que certains, ça les angoisse et ils s'étouffent. Donc, je démarre de là. Après, il y a d'autres techniques qu'on peut faire avec des objectifs plus spécifiques, où là, on peut faire effectivement vibrer, faire des tas de choses avec les lèvres. Okay. Mais le nez, c'est très important, parce qu'en plus, il y a une innervation des fosses nasales qui va vraiment renforcer le vague ventral. Et en plus, je fais expirer plus lentement que l'inspiration pour engager davantage ce nerf vague, puisque, comme je le disais, pendant l'expiration, le frein vagal se resserre. Donc, je propose, moi, au lieu de 5-5 ou 6-6, je propose 4-6. 4 à l'inspiration, 4 secondes, 6 à l'expiration. Avec même, si possible, une pause d'1 ou 2 secondes entre les deux. Et pour la visualisation, donc pendant l'inspiration, je demande à la personne de visualiser l'air qui pénètre dans ses fosses nasales, puis dans sa cage thoracique, comme de la lumière. Une énergie lumineuse, plutôt blanc-doré. Ensuite, il y a 2 variantes. On peut, pendant l'expiration, leur dire tout ce qui vous encombre, toutes vos tensions physiques, émotionnelles, mentales, vous les visualisez comme une fumée, un brouillard qui s'échappe par vos narines et qui va se disperser, se dissoudre dans l'atmosphère pendant quelques minutes. Donc, chaque inspiration, on amène de la lumière dans son thorax, autour de son cœur. Chaque expiration, on évacue ces tensions sous une forme de fumée ou de brouillard. Okay. Et puis, une deuxième phase très puissante, on continue à inhaler de la lumière, mais durant chaque expiration,
on voit cette lumière, cette énergie, on voit, mais on n'est pas obligé de voir, tout le monde n'arrive pas à visualiser exactement, où on fait comme si on ressent, on imagine, on vit que cette lumière diffuse petit à petit dans tout notre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds, dans la tête, dans le cerveau. Mais lentement, chaque expiration, ça va un peu plus loin. Et cette énergie lumineuse vient vitaliser, animer, purifier tout notre corps. Et ça rend la cohérence cardiaque 10 fois plus puissante. Ok. Yes. Mm. C'est vrai que dans certaines méditations, on a ce genre de visualisation qui est proposé. Mais dans la cohérence cardiaque, je n'avais pas entendu ça et je pense que je vais le tester dès aujourd'hui. Ouais, Euh, vraiment, c'est beaucoup mieux. Puis ça occupe la pensée hmm, aussi. Enfin, ça apprend aussi quelque chose de très important et que beaucoup de gens manquent, c'est la concentration. ça. C'est-à-dire que les gens vont vous dire, oh, au bout d'une minute, ça y est, je pense à autre chose. Hmm, Ben ok, c'est normal au début. Eh bien, vous avez pensé à autre chose. Dès que vous avez conscience que vous pensez à autre chose, vous revenez sur votre visualisation, sur votre respiration et sur votre visualisation. Et tant pis, vous remettez sur ces rails autant de fois que nécessaire. Et après un mois, après 2 mois, après 6 mois, vous allez voir que la concentration, c'est quelque chose, c'est un outil extraordinaire dans la vie. C'est ce qui permet à ceux qui font des choses, qui réalisent des choses, c'est parce qu'ils savent se concentrer. hmm. Complètement. J'écoutais un podcast sur Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie où il y a Nicolas Aignan, je ne sais pas si ça te parle, euh, Non, oui. qui a qui ressemble beaucoup à toi d'ailleurs, qui est allé explorer plein de domaines, tant dans la spiritualité que dans la neurobiologie. Et voilà, entre la PNL d'un côté, la neurobiologie de l'autre, il a créé voilà tout un tas de choses dans son environnement. Et il accompagne des gens aujourd'hui comme ça. Et c'est vrai qu'il a cette philosophie, cette envie de, 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 de comment dire, d'impacter le plus possible en testant un certain nombre de choses, mais en ayant ce regard très scientifique, mais pas le scientifique qu'on a l'habitude d'entendre. Et du coup, il aime bien mettre des pincettes, prendre des pincettes en permanence, et de se dire qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, avec ce que j'ai pu tester, voilà ce que j'ai eu comme retour. Et ça fait sens, en tout cas, avec ce que toi, tu prônes quelque part de la science que tu prônes derrière. Euh, Mhm. je vais, on va terminer sur la théorie polyvagale pour enclencher la théorie Hyperion. Ah oui. Alors moi, je ne connais pas du tout et j'ai fait exprès de ne pas aller chercher sur Google ce que c'était pour pouvoir te poser la question en étant le plus simple possible pour pouvoir comprendre un peu ce que c'est. Alors, quand on dit Hyperion, normalement, ça s'écrit avec un I, cette théorie, ce concept, mais normalement, Hyperion, c'est un Y. C'était dans la mythologie grecque le père du soleil et de la lune. Je me doutais qu'il y avait quelque chose là-dessus, Oui. mais bon. Donc, c'est pas quelque chose qui m'appartient. Hein. C'est quelque chose une formation que j'ai faite, un traitement que je propose, en tout cas. Ok. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes si je dis Tomatis. La méthode Tomatis, qui a été quand même assez connue, un médecin ORL dans les années 50, qui a découvert que on ne pouvait, la bouche, la voix ne pouvait reproduire que les sons que l'oreille entendait. Et c'est quelqu'un dont le père était chanteur, il s'est occupé de beaucoup de chanteurs. Il a commencé comme ça, puis ensuite il y a eu beaucoup de développement. C'était un gars génial, comme tous ces gars découvreurs un petit peu mégalos, un peu qui supportaient pas la controverse, mais qui a vraiment ouvert une voie extraordinaire. Aujourd'hui, la méthode Tomatis continue, mais entre-temps, il y a eu des évolutions. Il y a d'autres médecins qui se sont penchés dessus, qui ont appris, et puis qui ont raffiné, qui ont débarrassé certains concepts qui étaient erronés, ce qui n'enlève rien au génie de Tomatis, mais forcément, tous les découvreurs, se trompent sur certaines choses, surtout avec les connaissances qu'il avait à l'époque, c'est déjà fabuleux ce qu'il a pu faire. En fait, ce qui se passe, alors, donc il y a eu 4 ou 5 générations ensuite d'évolution, et la méthode Hyperion, c'est la dernière génération sur ces processus. Comment ça se passe? C'est que on se rend compte que notre audition, notre comportement, notre façon d'être, de réagir, est complètement dépendante, en tout cas est reflétée par notre audition. Et quand on dit audition, on ne parle pas simplement du phénomène passif d'entendre que les ORL vont mesurer, tiens, vous entendez bien, ou alors vous êtes sourd sur telle fréquence. C'est beaucoup plus complexe que ça.
parce que le cerveau détermine ce qu'il laisse rentrer. C'est un phénomène actif. Il y a l'audition, c'est passif, et l'audition, justement, passivement, elle est faite pour cette neuroception, c'est-à-dire cette perception du danger dans l'évolution, c'est entendre les bruits potentiellement dangereux. Mhm. Ça, c'était la première fonction de l'audition. La fonction plus évoluée chez les mammifères, notamment, et chez l'être humain encore plus, c'est écouter la voix humaine. Donc notre audition, elle est active. Il y a des filtres. Notre cerveau filtre. Et ce qui a permis d'engranger, de construire un sentiment de sécurité chez l'enfant, c'est l'écoute de cette voix humaine, notamment la voix maternelle, paternelle. En fait, dans l'oreille interne, il y a des cellules ciliées, c'est un peu comme les cellules de la rétine qui captent la lumière, les images. Et pour 3 cellules ciliées externes, il y en a une interne. La cellule interne, c'est celle qui transmet passivement le son qui arrive. Mais les 3 cellules externes, en fait, il y a des rangées, mais il y en a 3 fois plus, il y en a des milliers de cellules. Il y a 3 fois plus de cellules qui pré-traitent le son. Il y a des petits cils qui vont se tendre ou se relâcher et qui vont dire cette fréquence, je veux l'écouter encore plus, je veux la recevoir encore plus. Et celle-là, par contre, d'autres cellules qui sont destinées à d'autres types de fréquences, celle-là, moi, je veux pas l'entendre. Ils la coupent. Puis après, il y a la chaîne des osselets dans l'oreille moyenne aussi, qui déjà, avec des tout petits muscles, ont permis, avec le réflexe tapédien, de focaliser sur certaines fréquences, notamment sur la voix humaine, donc des fréquences assez moyennes. Tout ça, c'est assez complexe, mais c'est très lié au nerf vague aussi. Parce que ces nerfs qui vont permettre de régler l'impédance de l'oreille, comment elle filtre les sons, travaillent de concert avec le nerf vague par rapport à l'engagement social, par rapport à notre capacité de connecter au monde et à autrui et à soi, et par rapport à notre perception de l'insécurité. Alors maintenant on fait des bilans justement de l'audition très précis, c'est pas un simple bilan passif, mais on voit comment la personne s'est coupée certaines fréquences, même chez des enfants, des fois des enfants, il y a des fréquences, et ben il faut qu'il y ait un son qui est 40, sur une certaine fréquence, il faut qu'il y ait 40 décibels de plus pour l'entendre que les autres fréquences, par exemple. D'accord. Et au contraire, d'autres fréquences qui sont trop entendues, ce qu'on appelle de l'hyperacousie sélective. Et beaucoup de gens anxieux, beaucoup de gens qui sont mal, ont des hyperacousies, couplées avec des zones d'hypoacousie. Donc on fait un bilan précis entre oreille droite et oreille gauche, c'est pas pareil souvent. Et à partir de là, on va faire travailler on va travailler une musique avec le logiciel pour filtrer, atténuer des fréquences, mettre en relief d'autres, pour forcer le cerveau à retravailler. Ensuite, on va plus écouter cette musique avec des alternances graves-aiguës, des balances droite-gauche, etc. C'est un vrai entraînement neurosensoriel, neurocérébral. C'est des sons binauraux, en fait. C'est quoi? Des sons binauraux ou... C'est pas pareil. Pas tout à fait. Non, c'est encore un autre principe. C'est vraiment... Parce que les sons binauraux, c'est des sons binauraux qui sont très bien, mais là, c'est vraiment adapté, ajusté au plus près de l'écoute spécifique de chaque personne. Donc, ça va être différent pour chaque personne. Et on va en plus, au cours des sessions, modifier un peu le filtre, revérifier, refaire un bilan, parce que ça change très vite des fois. Moi, par exemple, je l'ai fait, j'ai récupéré 20-30 décibels d'écoute sur certaines fréquences. Waouh. Donc c'est un truc, le cerveau bosse énormément et du coup perçoit le monde d'une façon plus juste, moins filtrée. Comme on le dit, souvent on voit le monde avec nos lunettes de couleur. Et bien en fait, l'écoute c'est encore plus important parce que l'écoute c'est le premier sens qui est activé dès la période intra-utérine. Et on écoute le monde avec des filtres. Et ce qu'on va essayer, c'est de rendre ces filtres les moins filtrants possibles pour l'écouter de façon la plus juste. Et si on recueille les informations de façon la plus objective, la plus rationnelle possible, alors notre état intérieur, puis nos comportements, notre façon d'être dans le monde sera juste. C'est ça la méthode Hyperion. Ok. Mais, ça a l'air d'être assez fantastique et en effet, je peux voir en tout cas les parallèles, les nombreux parallèles qu'on peut avoir entre les problèmes psychologiques et l'audition derrière. Et là, toujours sur le podcast Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie a reçu plusieurs personnes, des coachs ou des accompagnateurs comme toi, par exemple. Et il faisait référence à une personne qui avait eu qu'on appelle ça un acouphène, mais un truc, oui, exactement. Et mais qui l'a tout le temps.
Ça fait 20 ans qu'il vit avec et au début, c'était hyper dur pour lui. Donc du coup, il s'était mis en mode de lutte permanente contre ça. Il l'acceptait pas. Et donc c'était il avait du mal à dormir, bon avec tous les problèmes que ça pouvait engendrer pour lui, pour sa famille. Et puis à un moment donné, il s'est dit bon ok maintenant je vais faire du sport, je vais faire plus de sport que d'habitude. Et il s'est rendu compte qu'en courant, en fait, ça s'atténuait. Et ça, c'est assez fantastique. Et donc, il a été amené à faire des trails, le trail du Mont Blanc, trail la Diagonale des Fous, donc à l'île de la Réunion. Et à chaque fois qu'il courait à des hauts niveaux de performance, et ben plus l'acouphène, Acouphène. acouphène, ok, l'acouphène diminuait. Et c'était assez fantastique, mais en aucun cas il a parlé de cette théorie, en aucun cas il a parlé de la musicologie ou en tout cas de tout ce qui touche au son. Est-ce que toi, tu penses que tu peux traiter des acouphènes avec ce genre de choses, avec la méthode ou la Ah oui, théorie oui, oui. Alors, bon, déjà, premièrement, on peut avoir des résultats sur les acouphènes, il faut le dire comme ça, Mhm. très nettement. Est-ce que je vais traiter monsieur X qui a son acouphène? On ne sait jamais à l'avance. Mhm. Les acouphènes, ça fait partie des pathologies, des ennuis qui présentent toujours des échecs Mhm. thérapeutiques. Ça, c'est systématique. Donc, on ne peut jamais rien promettre à un individu précis, mais dans l'ensemble, on a des résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie des acouphènes, et ça, même les recherches de pointe en ORL classiques l'ont mis en évidence, et il y a certains ORL qui ont compris ça, et qui fabriquent des petits appareils exprès, c'est qu'il y a des zones de fréquence qui sont perdues. Mhm. Et à ce moment-là, le cerveau, parce que ces cellules ciliées externes qui peuvent filtrer les sons et les accentuer, peuvent fabriquer du son, qu'on appelle les auto-émissions acoustiques. Alors, sur les zones de fréquence perdues, des fois, le cerveau crée un son, Mhm. qui est l'acouphène. D'accord. Alors là, il y a des bons résultats parce que si on génère ce son extérieurement, c'est ce qu'ils font maintenant dans certains ORL, alors on couvre l'acouphène, le cerveau n'a plus besoin de le fabriquer. Mhm. Donc, mais après, il y a différentes origines d'acouphènes. En tout cas, souvent, les résultats les moins spectaculaires, il y a au moins une chose qui se produit, c'est que les personnes ne font plus attention à leur acouphène. Mhm. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des acouphènes, mais qui ne font pas tellement attention. Moi, c'est mon cas. Des fois, je peux avoir une montée d'acouphènes, et en fait, je m'en rends compte lorsqu'il s'arrête. À ce moment-là, il n'est pas gênant. C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est qu'il y a des tas de messages du corps, si on en a conscience, c'est désagréable. On se Mhm. sent pas bien. Il y a des bruits qui sont générés par l'oreille, comme ça, des acouphènes. Si on arrive et ça, les méthodes d'hypnose, c'est pareil. Pour les acouphènes, on peut avoir des très bons résultats parce que la personne n'y fait plus attention. Arrêtez de mettre le projecteur de la conscience dessus, de l'attention dessus. Mhm. À ce moment-là, ça devient très vivable. Pour ça aussi, quand on fait du sport, rien que le fait de faire une activité, on n'a plus En d'attention effet. dessus. Après, ça peut aussi, à long terme, avoir des effets durables parce que justement, l'attention a arrêté d'être braquée dessus. Mhm. Mais que ces processus de thérapie comme ça, comme Hyperion, ou de thérapie que font certains ORL, on peut vraiment réduire l'intensité de l'acouphène, quoi. Mhm. Ok. Et je pense que la méditation a son rôle à jouer également derrière, parce que là, on parle de focus sur quelque chose. Moi, c'est pas quand il s'arrête, mais c'est des fois, j'ai des montées en effet d'acouphènes. Paf, ça monte, je le capte. Mais n'empêche que ça fait des années maintenant, que ça va faire 5 ou 6 ans que je fais de la méditation. Euh, En fait, directement, j'ai une dissociation qui se fait entre le son et puis ce que je suis en train de faire. Et en fait, là, c'est assez fantastique. Donc, pour moi, la méditation Mmh. a fait son job. Mais c'est pas forcément le cas. Et c'est de l'entraînement. C'est des années d'entraînement après pour ça. Parce que tu sais faire spontanément quelque chose qui est extraordinaire, c'est se désidentifier Hmm. de ça. Tu ne t'identifies pas à l'acouphène, donc tu vois, tu l'observes. Ok, Ouais. il est là, mais tu es désidentifié. Pour moi, ça, c'est une grande clé en psychothérapie. C'est un exercice majeur que je propose, c'est l'exercice de désidentification. Ok. De garder ce centre-là. Vous voyez, c'est pas l'ego, quand je parlais l'individualisation, c'est d'arriver à être de plus en plus centré. Hmm. Mais c'est pas être égocentré, c'est centré dans sa présence d'être. Alors on peut se désidentifier de ce qui se passe dans ce corps, de ce qui se passe, des émotions qui nous traversent ou des pensées qui tournent en boucle. On peut se désidentifier
et on reste de plus en plus centré, de plus en plus présent à soi, et après on peut du coup avoir de la liberté, choisir, agir quand même, faire ce qu'on a à faire, œuvrer quand même, quels que soient nos problèmes finalement. Ça, c'est le but. On voit des gens comme voilà, Stephen Hopkins là, Waouh. Et ouais. la maladie qu'il a eue, incroyable. Enfin, la maladie de Charcot, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce qu'on ne souhaite pas à son pire ennemi, quoi, la maladie de Charcot. Il est resté concentré, il ne s'est pas identifié à ça, il est resté concentré sur le sens de sa vie, qui était cette découverte des lois de l'astrophysique, etc. C'était un génie. Et en plus de ça, vous voyez que lorsque le centre de la conscience est bien posé dans une dynamique de vie, d'intérêt, de sens, eh bien, il a vécu 20 ans de plus que ce qu'il aurait dû vivre. C'est-à-dire qu'il y a ce pouvoir-là de changer l'homéostasie du corps, de changer les équilibres biologiques, puisqu'il n'aurait jamais dû vivre aussi longtemps. Ça, c'est passionnant. Et on reprend sur ce que tu disais en tout début de podcast sur le sens. C'est toi, tu cherches du sens dans ce que tu fais, dans ton cheminement en permanence. Voilà, tu es dans cette quête qui évolue en permanence, cette recherche de sens, ce sens. Et en effet, lui a réussi à faire ça, mais en fait, c'est le cas pour beaucoup de gens à partir du moment où ils mettent leur focus sur autre chose que le mal ou la douleur quelque part. Fantastique. Je suis toujours désespéré, triste pour des gens qui viennent me voir, des fois, qui sont malades, ou qui ont des fibromyalgies, des choses comme ça, mais où c'est devenu le centre de toute leur existence. Ouais. Leur douleur, leur machin, alors les consultations, les thérapies. Je comprends, hein, je juge pas, il n'y a aucun jugement. Je les comprends, mais je trouve ça triste parce que je vois des gens, j'en vois depuis des années, qui ont passé 10-15 ans de leur vie à s'occuper plus que de ça. Ouais. C'est devenu le centre de leur vie. Alors qu'on peut être malade, mais continuer à agir, à être. Et moi, j'aime bien citer aussi Viktor Frankl, qui a parlé de ça, le sens de la logothérapie, qui a inventé la logothérapie, qui est passé dans les camps de concentration, et qui parle du sens de la vie. Et que lorsque la vie, on garde ce sens, c'est-à-dire ce centre intérieur, on peut nous priver de liberté, on peut priver notre corps de liberté, absolument. On peut le martyriser en lui donnant presque rien à manger. On peut le faire vivre dans des conditions effroyables, au milieu du typhus, des puces, et tout ça. Mais il y a un cercle infranchissable, qui est cette présence d'être qui n'est pas l'ego, qui est vraiment l'être profond, je l'appelle moi le soi réel, et qui lui, il est libre à jamais. Il ne peut pas être asservi. Et ces gens, alors il va même jusqu'à dire que ce qui est contre-intuitif, hein, c'est qu'il y a des gens qui étaient dans ces camps de concentration, qui étaient des natures physiques très rustres, très solides, etc. Eh bien, ils avaient une espérance de survie dans ces camps moindre que ceux qui pouvaient être beaucoup plus frêles, avec moins bonne santé au départ, mais qui gardaient ce sens, qui gardaient leur centre, et qui, au lieu d'être pris justement dans la pesanteur du corps, qui cherchait plus qu'à survivre, quitte à aller voler la soupe du voisin, eux, ils s'occupaient de l'ensemble, ils s'occupaient des autres, ils s'occupaient du bien commun à leur échelle, là. Et ben, ça a entraîné un niveau de survie, une espérance de survie bien importante. Comme je vous dis encore, c'est ce que je disais, c'est que le centre, quand on trouve ce centre, cet équilibre intérieur, ça joue jusque dans les équilibres biologiques. Et d'ailleurs, Robert Dilts, donc une des personnes assez connues dans le milieu de la programmation neurolinguistique, psychologue américain, qui a développé la pyramide de Dilts, avec tout en haut de cette pyramide, ce qu'on appelle les 6 niveaux logiques, et chaque niveau du dessus a une influence sur le niveau du dessous, très rarement inversement, mais en fait tout en haut, il y a la mission, en gros, le pourquoi, pour espace quoi, et pourquoi on fait les choses, alors que ce soit pour un projet de couple, un projet personnel, un projet d'entreprise, une association d'entreprise, ou que sais-je, ou n'importe quel projet, en fait, derrière, c'est le sens dans un premier temps. Pourquoi, en fait, je fais tout ça, et c'est ça qui donne, en fait, en gros, la vision et la ligne de mire à atteindre, et c'est ça qui fait qu'en fait, on va pouvoir passer des caps, mais juste fantastique, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. Or, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, en fait, au premier obstacle, on va se dire oui, en fait, je sais pas, et puis c'est peut-être pas très important, donc du coup, j'irai voir ailleurs, quoi. Jung disait déjà ça.
Ouais. Jung disait il faut passer du pourquoi en un seul mot, qui était l'approche très freudienne, pourquoi maman m'a fait ça quand j'étais petit, Ouais. au pourquoi en deux mots. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut être porté par une vision, Mmh. un sens, une vision dans sa propre vie, déjà individuelle. C'est la seule chose qu'on a à faire pour nos enfants, nous ça aux parents, c'est pas de les forcer à travailler, à faire ceci, à avoir 18 en maths, c'est leur qu'ils aient une vie, qu'ils découvrent une vision. Et à ce moment-là, ils auront toute l'énergie, toutes les ressources, parce que c'est ça qui dirige. Et c'est vrai au niveau collectif aussi, il nous faut une vision, Mmh. si on veut aller quelque part positivement. Et là, ben, encore une fois, je suis pas du tout pessimiste, hein, à long terme, mais actuellement, on manque de vision dans nos pays occidentaux. Il y a une gestion du chômage, de l'économie, des machins, de la sécurité, mais il n'y a pas une vision commune où Mmh. on voudrait aller quelque part ensemble. Et tant qu'on n'aura pas retrouvé ça, on aura toujours des problèmes, quels qu'ils soient. Ouais, il y a en effet cette vision commune, globale. Alors, après, je ne sais pas si c'est possible qu'on ait tous la même vision, mais en tout cas, une vision peut-être beaucoup plus large de faire du bien dans le monde, ou en tout cas de tendre à un meilleur, environnement. Ça, je pense qu'en effet, on peut partir là-dessus. Mais il y a aussi cette vision très court-termiste que l'on a, aujourd'hui, que l'on voit, hein, que ça soit même à l'échelle de l'Europe, malheureusement, et puis, individuellement dans chaque pays, et puis après même au niveau des régions. C'est pour des mandats de quoi, 5 ans, Ouais, 6 ans. c'est Et ça. puis après, hop, il y a un renouvellement qui se fait. Donc du coup, c'est assez fou quand même d'avoir cette vision court-termiste aujourd'hui. Euh, oui, c'est vrai, mais après, c'est parce qu'on est dans une phase complexe de l'évolution humaine, puisque en fait, l'évolution, les changements ont été très lents pendant des siècles, des siècles, des Mm. siècles. Et puis, il y a eu une accélération incroyable depuis le siècle des Lumières, ensuite. Et ouais. Très vite, des changements incroyables. Avant, 90% de la population vivait, n'était pas instruite, ne savait pas lire, avait une conscience déjà de ce qui se passait autour d'eux de quelques kilomètres, presque. Mm. Il y a eu de tels changements que c'est difficile de digérer tout ça collectivement. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe à chaque coin de la planète instantanément. Il y a trop d'informations et les consciences et l'intelligence, mais je dirais, n'est pas suffisamment développée pour gérer, pour s'adapter à ça et le comprendre correctement. Et puis il y a eu, le monde était occidental, en tout cas, était porté par une vision chrétienne, par exemple, Ouais. sans dire prononcer sur sa valeur, mais il y avait une vision Mm. qui fédérait les gens, qui conduisait les gens. Après, il y a eu des visions politiques, les grandes idéologies, socialisme, communisme, des choses comme ça, quelle que soit encore une fois leur qualité, c'est quelque chose qui fédérait. Mm. Il y a eu des visions, il y a eu justement cette vision de la société des nations, de la déclaration des droits de l'homme, de l'indépendance, la déclaration de l'indépendance, plein de choses comme ça qui ont porté, Mm. qui étaient des visions communes. C'était pas besoin de visions de détail, c'était des visions de sens. Comment on vit ensemble, sur quelles valeurs on se fonde. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des valeurs très économiques, très court-termistes, qui manquent d'intérêt, quoi. Mm. Et puis, ça n'a pas été encore remplacé, on n'a pas encore digéré, mais on va, je pense, probablement, peut-être après des périodes de crise, parce que l'humanité souvent évolue comme un enfant que s'il est puni, s'il y a des crises, on va trouver une nouvelle vision, parce qu'on est porteur de ça. On Mm. a tous cette essence spirituelle au fond de nous, là-dessus, il n'y en a aucun doute, quel que soit ce qu'on est capable d'en exprimer, ce que l'on soit capable d'en exprimer, on va trouver une vision commune à nouveau, Ouais. tôt ou tard. Il faut en tout cas essayer de l'exprimer déjà, chacun d'entre nous, le mieux possible. Hmm, je comprends complètement la philosophie, et moi aussi j'ai ce côté très optimiste qui croit en ce que tu dis. Euh, Tu es également aussi formateur à la psychologie transpersonnelle expérimentale. Alors, c'est Beaucoup de quoi mots. tout ça? Bah, disons qu'en parallèle de ma profession, de tout mon parcours dans l'ostéopathie, tout ça, j'ai jamais lâché justement la dimension intérieure de l'être humain, la psyché, quoi. Ouais. Quelque chose qui m'a passionné. Et donc j'ai fait beaucoup de, beaucoup de recherches, beaucoup d'expérimentation surtout, beaucoup d'expériences personnelles sur des démarches transpersonnelles, spirituelles. Hmm. Et ce qui m'importe, c'est pas la connaissance, hein, la connaissance, c'est une marche, mais il faut transformer ça en expérience vivante. Hmm. Une certaine sagesse, j'oserais dire, même si je prétends pas moi avoir atteint une grande sagesse, mais euh, la connaissance doit se transformer, doit avoir une application pratique dans nos vies. À ce moment-là, ça devient quelque chose d'expérimenté, une certaine forme de sagesse qui nous permet de vivre.
Mmh. de cheminer dans sa vie et dans ce monde, avec ce monde, d'une façon la plus constructive possible. Alors, à travers tout ce parcours que j'ai fait, il y a un auteur que j'ai beaucoup aimé dans les travaux qu'il a fait, c'est Roberto Assagioli, qui était un psychiatre italien, qui est décédé dans les années 70-80, si je ne m'abuse, dans ces eaux-là, et qui est le père de la psychologie transpersonnelle. Aujourd'hui, quand on tape psychologie transpersonnelle, on va surtout entendre parler de Stanislas Grof et tous les travaux sur la respiration holotropique, et qui a développé, qui a expérimenté des états modifiés de conscience, au départ surtout avec des substances, le LSD, des choses comme ça. Mmh. Puis ensuite, il y a eu des formes de respiration extrêmement fortes, extrêmement violentes. C'est pas ça, moi, qui m'intéresse dans la respiration, dans l'approche transpersonnelle. C'est assez joli. Puis ensuite, il y a eu une personne qui est davantage connue, qui est Abraham Maslow, Bien sûr. qui est plus connu. Avec sa Et donc, pyramide. voilà. Le prédicat de base, l'hypothèse de base, c'est que derrière cette personne que nous sommes, ce masque, cette personnalité, cet ego, avec toutes ces douleurs, ces névroses, ces souffrances, il y a une dimension transpersonnelle, un soi réel qu'il faut actualiser. Alors Jung, déjà, était un grand précurseur, il parlait de l'intégration, du processus d'intégration de la personne à la découverte de son âme, en fait, à la découverte du soi. Et dans l'approche transpersonnelle, ensuite de Maslow et de Assagioli notamment, il y a un soi. Le vrai noyau de l'être, c'est le soi transpersonnel qui peut être actualisé. Et donc, il décrit très bien une anatomie psychique avec le moi, avec l'inconscient inférieur, l'inconscient moyen, puis un inconscient supérieur auquel on peut avoir accès et qui donne accès, qui permet des états différents de conscience et une conscience différente. Alors, il y a des états qu'on appelle les peak experiences. Il y a une collection de témoignages de gens qui ont vécu des états modifiés de conscience extrêmes. Ça tombe, un peu comme la foudre tombe quelque part. Mais surtout, c'est quelque chose qui peut se construire. Il y a un état de conscience élargi qui peut se construire si on se donne la peine, les moyens de trouver le cheminement qui amène à l'actualisation de ce soi réel, cette descente. Et le moi ne disparaît pas pour autant. C'est pas de la philosophie de l'Advaita hindoue où on veut tuer le moi. C'est pas ça. C'est que le moi devient l'instrument d'expression de ce soi. C'est plus lui qui dirige, qui domine, avec ses souffrances, ses envies, ses besoins toujours insatisfaits, etc. Donc cette approche-là, alors, est centrée vraiment, cette formation que j'ai faite est vraiment centrée sur Assagioli, ce qu'il a proposé, mais bon, j'y rajoute pas mal d'autres entrées spirituelles, que ce soit, il peut y avoir des entrées un peu bouddhistes, hindouistes, chrétiennes, parce que toutes ces religions exotériques voilent des connaissances et des vérités beaucoup plus profondes. Donc, je propose tout un cheminement au cœur de l'être humain, un voyage, j'appelle ça un voyage, à la fois théorique, avec pour élargir la compréhension, mais aussi beaucoup d'exercices, de pratiques qui aident, qui conduisent à cela, petit à petit. Et qui vont nous mettre aussi dans des états modifiés de conscience Oui, ouais. à condition que ce ne soit pas l'ego qui cherche à être un état de modifié conscience, parce que l'ego est toujours subtil. Il voudrait, quand on a ce soi, ou l'âme, si on peut dire, le rêve de l'ego, son mirage, c'est de devenir le soi, d'être surpuissant, en fait, d'être un super-héros, d'être aimé, aimable, aimé de tout le monde, reconnu de tout le monde, tout puissant. Non, c'est le piège du développement personnel. Moi, je suis plutôt dans une dynamique de développement transpersonnel, c'est-à-dire que autant l'ego, la personnalité doit se construire, doit s'intégrer, ça c'est clair. Il faut un peu faire la paix avec soi, avec son passé et tout ça. Il faut surtout que tout s'intègre, nos dimensions émotionnelles, mentales, physiques, soient intégrées de façon à avoir un instrument performant, qu'on soit quelqu'un d'efficace dans le monde. Mais ensuite, cet ego doit s'ouvrir, s'abaisser, s'agenouiller pour recevoir autre chose. Bien d'ailleurs, c'est autre chose. Et effectivement, mais c'est surtout pour avoir une conscience qui soit plus large au quotidien. C'est pas pour avoir des expériences forcément psychédéliques, c'est pour conscientiser le monde dans lequel on est, tout ce qui se passe, avoir une conscience plus large, élargie vers le haut, mais aussi de chaque côté, et peut-être vers le bas, à la découverte de ses propres ombres aussi,
pour les intégrer. Et on a tous des ombres et c'est parfois difficile de les accepter, mais elles sont présentes et plus on évolue, plus on prend conscience des choses. Moi aussi, hein, je fais partie de ces personnes qui tendent en permanence à avoir de plus en plus conscience de son corps, de son soi, de nous, une conscience globale également, mais c'est pas évident, c'est un cheminement et j'imagine que ta formation nous permet de faire des petits sauts ou des grands sauts en fonction de là où on en est aujourd'hui quand on suit cette formation. Et, euh, et sur, on parlait de l'état modifié de conscience. Certains prennent de la LSD, en effet, comme tu as cité tout à l'heure. Comment on fait? Alors, je ne sais pas si c'est possible d'expliquer et si tu peux peut-être délivrer un petit exercice ou quelque chose comme ça, ou comment on fait pour être en état modifié de conscience et quelles sont les précautions peut-être à avoir aussi derrière? J'imagine qu'il y en a parce que ça peut peut-être partir en live. Ouais. Ouais, tout dépend de la structure justement du moi, de l'ego. Hein. Ceux qui ont une structure très fragile au départ, avec ce qu'on appelle en psychologie ou en psychiatrie des structures psychotiques, des tendances à schizoïdes, à déréalisation. C'est vrai que les exercices intérieurs, surtout faits seuls, même parfois dans des groupes, on voit ça, ça entraîne des décompensations graves, gravissimes. Et les hôpitaux psychiatriques, voilà, on voit des gens dans les hôpitaux psychiatriques qui ont voulu faire des expériences intérieures de façon sans guide, hein, et qui ont décompensé complètement. Ouais. Donc, c'est pour ça que il faut y aller. Il faut d'abord déjouer un petit peu ces pièges de l'ego, ces ambitions secrètes, ces désirs inavoués de puissance, de toute puissance, etc. C'est pour ça que j'ai quelque chose que je fais, comment dire, il faut y aller prudemment, doucement, comprendre un certain nombre de choses, passer par certaines étapes. Assagioli d'ailleurs le dit bien, hein, pour pouvoir accueillir ces énergies du soi transpersonnel, il faut un moi qui soit suffisamment structuré déjà. Sinon, ça... Donc c'est pour ça que moi j'ai fait une formation avec pas mal d'exercices, mais il y a 24 heures de vidéo dedans en tout, Ok. enfin découpé, mais je suggère vraiment de ne pas faire tous les exercices d'un seul coup. Il faut pratiquer 1 mois, 2 mois certaines choses, et puis ensuite aller sur un exercice suivant pour aller de plus en plus loin. Après, il y a même à la fin une autre partie dans cette formation qui est une formation ontologique, ou avec un autre rapport, où là, il y a des exercices très puissants d'activation de l'être, quoi. Mais j'ai proposé ça dans une progression. Il faut que les personnes désireuses se hâtent lentement, pour donner ces paradoxes, c'est-à-dire avec toujours animé par une tension intérieure, mais qui n'est pas tendue, c'est un état de tension, vous voyez, comme une tension électrique, pour aller vers cette vision, mais tranquillement, sans se précipiter. Donc là, non, il faut... L'exercice, il y en a plein, mais je ne les donnerai pas comme ça, parce que ça n'a pas d'intérêt de faire un petit exercice comme ça. Autant la cohérence cardiaque, oui, c'est intéressant pour tout le monde de faire ça. Autant après ces exercices de transformation intérieure, c'est un cheminement de vie. Hein. Bien sûr. Et donc, tu aurais des exemples là, comme ça d'une personne qui a suivi un de tes programmes, alors je ne sais pas quelle relation tu as avec elle après avoir suivi le programme, mais qui permet de dire, ok, ben voilà dans l'état dans lequel elle était, cette personne, et ensuite, à l'issue de ma formation, voilà quel est le cheminement qu'elle a pu avoir. Tu as des retours là-dessus? Alors, j'ai mis quelques témoignages sur mon site internet par rapport à ça. Ok. On mettra de toute façon dans les notes du podcast tous les liens sur ton site internet. Après, ces formations en ligne, ça fait pas si longtemps que ça que je les propose. Ouais. J'ai ouvert le site au mois d'avril, en fait. D'accord. Donc on est au mois d'août, 3 août 2021 pour resituer. Et donc, ouais. Voilà. Et donc j'ai quelques témoignages déjà, mais j'ai beaucoup de témoignages sur la formation par rapport à la théorie polyvagale et au nerf vague, parce que celle-là, elle est plus courte. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de gens qui se sont inscrits. En ce qui concerne l'approche transpersonnelle, c'est quand même quelque chose qui engage davantage et qui fait que ça reste comment dire, plus confidentiel. Ouais. Et en tout cas, oui, j'ai eu des retours de gens qui disent qu'ils ont une transformation surtout quotidienne, en fait.
Mmh. C'est à la fois ce qui est revenu, c'est-à-dire que c'est comme si on passait les événements, à la fois de leur vie personnelle ou les événements collectifs dans lesquels on passe tous, étaient perçus différemment, avec plus de luminosité, ça devient plus clair et surtout plus de liberté par rapport des fois aux réactions que ça déclenche. Et des fois on est en réaction et quand on est en réaction, on n'est pas particulièrement libre Mmh. parce qu'on réagit. Donc il y a une espèce de recul qui se fait et on comprend, on sait ce qui se joue. À ce moment-là, on peut choisir de répondre en conscience. C'est ça, c'est donner plus de conscience et surtout, le maître mot, c'est donner plus de liberté. Ouais. Parce que là, ce qui me fait rire, ces agitations actuellement sur on nous prive nos libertés, on nous prive nos libertés. Avec le pass sanitaire notamment. Voilà, avec le pass sanitaire, je comprends, hein, très bien, il y a des arguments juridiques qui sont fondés, mais c'est la réaction qui est intéressante. C'est ça le travail de lucidité sur soi-même. Pourquoi je réagis comme ça à ce point, d'une façon aussi épidermique Mmh. Euh, Si on prend du recul, on va voir que c'est plus complexe que ça. La liberté, on nage entre liberté et responsabilité, par exemple, peut-être. Que être privé de liberté, il faut un étalon quand même pour en parler, c'est aller relire Solzhenitsyn, pardon, sur les camps, sur les goulags aussi, aller Ouais. relire Primo Levi, Robert Antelme, sur les camps de concentration, pour Ouais. voir ce que c'est que vraiment la privation de liberté, et que surtout, la liberté, elle est intérieure. Et lorsqu'on on a atteint un point de liberté intérieure, on n'est pas réactif. Si on marche sur les pieds, sur les orteils, on n'est pas waouh, ok, tu m'as fait mal, il faut qu'on trouve un espace où on puisse vivre ensemble correctement, mais on n'est pas dans cette réaction épidémique. C'est le symptôme d'un manque de liberté intérieure. Mmh. Et c'est ça qu'il faut se donner. Et c'est ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire et proposer aux autres, c'est acquérir un espace de liberté intérieure. Et cette liberté intérieure, on se rend compte qu'elle rejoint celle des autres et que du coup, le bien commun devient simplement naturel, évident. Mmh. On peut plus faire quelque chose aux dépens d'autrui. Ouais. Donc c'est d'abord une liberté intérieure qui va permettre justement la liberté extérieure. Bien sûr. Mmh. C'est fantastique et en effet, on vit dans un monde, notamment avec la Covid-19 qui est assez exceptionnel Ouais, et à voir un peu les comportements déjà pendant les périodes de confinement, on a vu des comportements, qui étaient juste fabuleux, parfois avec beaucoup d'émotions positives et ouais, parfois et en fait, c'est bien ce que les médias ont voulu aussi nous montrer, parfois et puis de l'autre côté, il y a d'autres pendants avec vraiment des réflexions plus profondes, des incompréhensions personnelles également, et des prises de conscience encore plus profondes également. Et le fait et je pense que s'il y a autant de gens, parce qu'il y en a eu un paquet de gens hein, qui n'étaient pas forcément à l'aise, épanouis et bien chez eux, confinés, c'est peut-être parce qu'ils étaient en confrontation avec eux-mêmes. bien sûr. Euh, et donc cette liberté qui potentiellement mettait un cache dessus parce qu'en fait, ils ne voulaient pas la regarder, cette liberté intérieure, parce que c'est tellement plus facile, alors pour certains en tout cas, d'être dans un pipeline, dans une route, et puis ben voilà, je la suis, et puis ça va, je suis là, j'ai 18 ans, et puis je me verrai voilà, dans 30, 40 ans, et puis après on verra bien. Mais alors justement, il y a des crises, la crise de la trentaine maintenant, avant c'est la crise de la D'accord. quarantaine, mais maintenant je Ouais, vois que ouais, j'ai 32 ans, cette année je les ai eus. Clairement, moi je vois le nombre de personnes après notre école, ouais, une école en environnement, école d'ingénieur sur l'île, quand je regarde la promo, 50% d'entre eux ne sont plus du tout dans le métier qu'ils avaient pensé faire en fait, et qui sont dans ouais. des domaines complètement différents. Mhm. Et je pense qu'il y a de plus en plus, et plus on avance dans le temps, plus on a une prise de conscience plus euh, récente en tout cas, ou du moins elle met moins longtemps à arriver, de par les codes et de par notre évolution tout simplement. Mhm. Euh, Tout à ça, fait. c'est- Mais c'est bien, cette période-là, en fait, fait sortir, met à jour tout ce qui est caché, tout ce qui est le bien comme le moins bien. C'est comme une maladie, ça fait sortir les toxines des fois. Les ouais. symptômes sont plus bruyants, mais le processus peut être positif, à condition qu'on fasse les bons choix, collectivement, bien sûr. Mais je trouve ça intéressant. C'est parce que ça remet en question plein de choses. Mhm. Nos générations se pensaient
immortel, on veut pas parler de la mort, on veut pas parler de plein de choses, on supporte pas d'avoir des problèmes. S'il y a un problème, on appelle les avocats, on fait des procès. Enfin, on supporte pas que la vie soit difficile. Hmm. Et la vie est difficile, elle a toujours été. Si on regarde tous les siècles passés, la vie était très difficile. Mais nous, on a connu ce truc très facile. Donc, on est très douillé quelque part. Oh mon Dieu, Et il ouais, se passe un truc qui dérange mon petit confort. Mais c'est hyper positif. ouais. Et moi, je pense qu'on va. Je penche. Je penche vers l'idée qu'on va en sortir positivement, même si on va passer peut-être par des moments, des années, plusieurs années compliquées, peut-être Hmm. tendues, mais on va en sortir positivement. Allez, on s'est sorti de la peste au XIVe siècle qui a ravagé un tiers ou à moitié de la population européenne. Ouais. Et on n'avait pas la connaissance, la conscience qu'on a aujourd'hui. Donc on va en sortir sans problème. Faut pas Et oui. désespérer. Bien sûr, moi aussi j'y crois profondément. Euh, Est-ce qu'on a, au niveau des formations que tu proposes, est-ce que tu en vois d'autres que je n'ai pas citées? Si je le reprends, donc formation sur la théorie polyvagale, formation sur la théorie Hyperion, psychologie transpersonnelle expérimentale, approche ontologique de l'être humain sur l'énergie de la conscience. Euh, Alors, je rectifie un tout petit peu. En fait, il y a une approche sur la théorie polyvagale. Alors, une qui est pour les accompagnants, les professionnels de santé, quels ok. qu'ils soient, psychothérapeutes, psychologues, coachs, etc., médecins, enfin, tous les thérapeutes peuvent, c'est accessible à tout le monde, Mhm. avec des éléments théoriques assez touffus, mais en même temps, j'essaye d'être clair et abordable, même pour ceux qui n'ont pas de grosses connaissances au départ, parce que je expose certaines bases pour éclairer le sujet, et avec 8 ou 9 exercices de travail, d'entraînement intérieur, pour soi ou pour Mhm. les patients, des thérapeutes. Ok. Après, il y a une petite formation sur le nerf vague que j'ai conçue que pour les patients, avec une petite vidéo explicative sur l'intérêt de tout ça. Puis, il y a 6 exercices guidés en vidéo. Ça, c'est à conseiller à des patients pour qu'ils se prennent en charge, qu'ils s'autonomisent. Ok, ouais. Pas le nerf vague. Ensuite, il y a une formation, il n'y a pas de formation Hyperion. Hein. C'est ça, Hyperion, c'est une méthode qui peut s'apprendre qu'en direct avec l'appareillage, etc. Donc, j'ai fait une grosse formation, donc qui était très longue avec l'approche transpersonnelle, Mhm. gros morceau, et puis l'approche ontologique de la conscience, qui était la deuxième partie. Et entre les deux, j'ai fait un petit entracte pour le fun, en fait, qui s'appelle, c'est une vidéo d'1 heure et demie, je crois, sur l'influence secrète de la musique. Ouais. Rien à voir avec Hyperion. C'est l'influence des grands compositeurs classiques sur les grands mouvements sociaux, les grands mouvements de la conscience, notamment sur les quelques siècles avant nous. Ok. Donc c'est très différent. Donc c'est illustré avec beaucoup d'extraits musicaux. Et je parle de Beethoven, voilà, de Handel, de Mozart, enfin de plein de grands compositeurs et l'influence qu'ils ont eue sur la société, sur l'expansion de conscience aussi. Mhm. Des choses par exemple, j'explique pourquoi et comment la psychanalyse, enfin, au sens large, cet intérêt sur la psyché humaine a été permise par Beethoven Mhm. en amont. Des choses comme ça, c'est un petit truc sympa. C'est assez génial et moi je crois aussi profondément à ce pouvoir, bah, de toute façon on le voit, hein, ça nous énergise ou ça Ouais, nous calme, ça nous met dans des états émotionnels qui sont parfois complètement dingues et typiquement j'ai vécu une période on va dire un peu sombre pour moi où j'étais je pense proche du burn-out où il y a quelques années en tant que salarié dans un grand groupe et perte de sens, encore une fois on revient sur le sens et du coup, j'étais pas au top du tout de ma forme. Et je sais qu'à chaque fois que je montais dans ma voiture, j'avais mon nerf sciatique qui me faisait énormément mal ouais. et c'était systématiquement. Donc, en fait, j'avais un terrain de jeu entre Bordeaux et Montpellier, donc quelques centaines de kilomètres avec plusieurs agences à gérer sur les thématiques qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et je me souviens qu'à chaque fois, et en fait, je pensais plutôt en mi-journée, voire fin de journée, ben en fait, je me mettais sur une radio classique, sur radio classique, et où je me mettais de la musique classique, et automatiquement, j'avais tout mon corps qui se Mhm. relâchait. Et je trouvais ça assez fantastique. Et aujourd'hui, dans nos accompagnements, quand je vais faire des workshops ou des formations, et ben, à des moments clés, je mets maintenant de la musique classique pour pouvoir justement laisser la créativité de chacun sortir derrière et je crois profondément en tout ça. Ouais. Ouais, bravo. Super, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Alors après, bon, bah, c'était ça mes formations. Puis comme cette formation qui inclut donc 24 heures 30 de Belle vidéos, formation. c'est long. C'est long, ça fait peur aux gens, ça a un certain coût aussi. Donc je me suis dit, tiens, je vais la diviser. Alors Ouais. j'ai la partie strictement approche transpersonnelle, j'ai la partie ontologique qui peut être prise séparément. Et puis j'ai dû proposer, tiens, cette petite entracte que j'avais faite, Influence secrète de la musique, là c'est une toute petite une vidéo d'1 heure et demie, hein, cet aspect-là, simplement, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ne voudraient pas s'engager dans autre chose. Ok. Voilà. Bah, de toute façon, on va mettre tous les liens dans les notes du podcast pour que pour que tout le monde puisse avoir accès à tout ça. Ouais. Comme ça sera vraiment Je te simple. donnerai parce que ça peut intéresser des gens, parce que j'ai beaucoup de demandes par mail ou autre. Ouais. On me demande beaucoup, est-ce que vous connaissez un praticien, que ce soit un psychothérapeute ou un ostéopathe, formé à la théorie et à l'approche polyvagale. Ouais. Donc j'ai créé un annuaire des praticiens sur un Ouais. site aussi, que je Yes. donnerai, où j'ai mis les gens pour l'instant qui sont formés, qui ont bien voulu apparaître dans cet annuaire. Mm. Donc c'est par région, enfin on peut voir sur la carte, et puis par spécialité. Ouais. Et Voilà. il y en a Donc, même un peu partout en Europe, hein, parce que je suis allé voir hier tout ça, je suis tombé sur ce site et j'ai vu qu'il y en avait en Italie. oui, il y en a en Italie, il y en a pour l'instant essentiellement en France. Il y a pas, alors sur Paris, j'ai qu'une personne formée en tant qu'ostéopathe. La Ok. pauvre, je vais, si elle a un burn-out, ce sera de ma faute, parce que je lui ai envoyé beaucoup de patients comme chez Alex. Mais là, en 2022, je vais former 3 cours sur des ostéopathes, donc j'aurai beaucoup plus de monde. 3 fois à Paris, j'aurai beaucoup plus de référents. D'accord. Après, il y en a en Italie, et puis j'en ai d'autres, mais là, j'ai fait pas mal de formations aux États-Unis, mais là, j'ai pas mis parce que ça, c'est Ouais. trop compliqué. Ouais. C'est pas d'intérêt. Voilà. Donc voilà, Ok. ça intéresse les gens de trouver un thérapeute qui connaît cette approche et qui comprend ça. Ça marche. Comment on peut te joindre, Eric? Me Euh, joindre. sur LinkedIn, ou via sur ton site internet, ou tu as Oui, une bon, bah, adresse mail particulière ou sur les sites internet, il y a des adresses mail, hein, où on peut me joindre. Ouais. On me trouve sur Facebook, à mon nom, simplement. Voilà. Sur LinkedIn, oui, j'ai un profil. Je suis pas souvent, mais je reçois les messages si on m'en envoie. Ouais. Donc il y a plusieurs façons. Facebook, D'accord. LinkedIn, et sur les mails donnés dans mes sites internet. Ok. Bon, Voilà. on va récupérer tout ça pour les mettre dans les notes du podcast dans ces cas-là. Euh, on arrive vraiment sur les dernières questions. Est-ce que tu as un gris-gris, une croyance ou quelque chose que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, qui t'est propre à toi-même et qui t'anime et qui te fait avancer en fait tous les jours? Euh, tu vois, à chaque fois que quand je pose cette question, c'est souvent spirituel d'ailleurs, mais les réponses. Mais toi, est-ce que tu as quelque chose qui t'anime? Alors gris-gris, je crois pas, parce que moi la dimension spirituelle, elle m'anime, presque en permanence, donc j'ai Ouais. pas spécialement de gris-gris. Hem, attends, non, moi j'ai mes petits trucs, j'adore passer un moment avec mon chat. Caresser mon chat, c'est un truc où ça me quand j'ai plus envie ni de réfléchir, ni de penser, ni de j'appelle mon chat: «Allez, viens faire un câlin», ça me fait, ou alors un truc encore plus, moins glorieux. Pendant le premier confinement, où j'étais arrêté de moi, j'ai creusé un bassin pour m'occuper dans mon jardin. J'ai mis des nénuphars, je fais de la vie, et puis j'ai mis des poissons rouges. Et Mm. des fois, je vais tous les jours faire un petit tour avec poissons rouges. Ouais. Et je trouve ça génial de passer 5 minutes à regarder les fleurs de nénuphars, les herbes, et puis les poissons qui se frottent les uns les autres. Il y a même un petit kéné là, que j'ai découvert il y a 2 jours. Enfin voilà. Ouais. J'aime bien ce genre de truc, tout simple. Donc, créer la vie, en fait. Ouais, c'est créer un petit environnement là. Ouais. Donc, avec ses mains et d'être encore plus connecté à la Terre. Ouais, voilà. Ok. Si aller à la terre en même temps. Ouais. Ouais, ouais. Être à tout sur plusieurs niveaux. Bah ouais. Dans le côté très spirituel, avec une très haute conscience de soi et des autres, et quelque chose de très terre à terre, sans faire de jeu de mots. Je suis très fier d'avoir fait aussi un potager avec, cette année, une récolte incroyable de courgettes, de haricots, de tomates. J'en peux plus, j'en mange tous les jours. Génial. C'est vrai que le temps a été propice, notamment du côté d'Aix, hein, c'est ça? Ouais. Franchement, merci pour tout, Eric, pour des échanges que l'on a eus, et franchement, on est parti un peu dans tous les sens, mais c'est ça Ouais. qui est fantastique, et c'est comme ça que j'aime et que je conçois en tout cas nos échanges. OK. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs avant de les quitter?
Un dernier mot, eh bien, ayez, c'est ce que j'essaie de transmettre autour de moi, croyez en l'être humain. Croyez en l'être humain, quels que soient les événements, quel que soit ce qui se passe autour de vous, croyez en l'être humain. C'est même ceux qui ont vécu en 39-45 avec ce mal effroyable qui est arrivé sur Terre sous la forme du nazisme. Croyez en l'être humain parce qu'on en est sorti. Et il y a toujours des valeurs qui peuvent arriver. Et donc, quoi qu'il se passe, croyez en l'être humain, croyez en vous, mais croyez aussi aux autres. Et même quand ils expriment des choses dures, pas belles, c'est parce qu'on garde cet amour d'être humain qu'on va pouvoir continuer d'avancer vers des lendemains toujours plus beaux. Ouais, le lendemain est toujours plus beau. Merci Eric, à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.